Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur l'épisode numéro 6 du format Resto Connecté, notre format actu du podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Et aujourd'hui, beaucoup d'actu sympa et deux questions d'auditeurs à laquelle on va répondre à la fin. Donc des questions intéressantes en plus, j'ai bien aimé. On va les découvrir à la fin. Et on va commencer par, une fois n'est pas coutume, parce qu'on parle beaucoup de lui et c'est normal parce qu'il y a l'UFC Paris qui arrive, Cyril Gane. Donc Cyril Gane qui s'entraîne avec un deuxième Cyril d'ailleurs, Cyril Marais, médaillé olympique de judo. Donc il a été médaillé de bronze au JO de Rio 2016, donc chez les lourds. Intéressant, parce qu'on sait que Cyril va combattre contre Spivak, donc à l'UFC Paris. On sait que c'est quelqu'un qui a un profil un peu samboïste, donc avec des belles techniques de judo. Il a une bonne lutte. Donc, intelligent d'avoir été chercher un champion olympique. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, très intelligent. En plus, on a la chance en France d'avoir le top niveau mondial en judo. Donc, Oui. autant l'utiliser. Parce qu'on parle beaucoup de lutte, tu vois. Dans les camps, on fait venir des lutteurs, etc. Mais c'est vrai que le judo, c'est un peu sous-exploité et on a ce qu'ils font en France pour le coup. De toute façon, en France, que ça soit en lutte ou que ce soit en judo, effectivement, on a des grands noms, on a des médaillés olympiques, on a du niveau. Voilà, peut-être pas autant qu'aux États-Unis pour la lutte. Ouais, mais particulièrement en judo, quoi. En judo, vraiment, c'est le gratin. Et surtout quand on voit que le judo est efficace dans le MMA parce que justement sous-exploité et donc pas encore, pas encore trop étudié dans les défenses. Donc ça peut être intéressant de surfer encore un peu là-dessus. Bon, après, je pense que c'est pas forcément d'un point de vue attaque qu'il a pris les services de Cyril Marais. Et j'espère d'ailleurs que c'est pas d'un point de vue attaque, mais je pense pas parce qu'après il a fait une sortie médiatique sur une interview où il explique un petit peu son plan et je pense pas qu'il cherche à l'amener au sol. Mais en tout cas, pour les spécificités du judo, savoir comment se placer, où se placer, quels sont les points auxquels il faut faire attention pour ne pas chuter, ça reste très intéressant. Parce que l'idée pour Gane sera sûrement de rester debout, je pense. Il a tout intérêt à faire ça. D'ailleurs, quand il parle de Spivak, il est tempéré, notre cher Gane. Enfin, tu sais, dans le sens où il se sent pas, même s'il est, selon les cotes, c'est lui qui est en tête, Favori, ouais. favori. Il sait que il faut surtout pas sous-estimer Spivak parce que en fait il dit voilà, je suis favori mais c'est trompeur. Je le dis, c'est pas entre guillemets, je fais un résumé. Le gars n'est pas spectaculaire mais il est sur une belle série. En fait voilà, ce qu'il explique c'est que chez les lourds il n'est pas le genre de combattant qui va mettre des KO, mais par contre une fois qu'il a le contrôle sur son adversaire, il est très très efficace. C'est-à-dire qu'une fois qu'il t'amène au sol, après ça devient un vrai bourbier. Donc voilà, il dit qu'il est sur une belle série. Il est complet, il est efficace, je l'ai dit. Aujourd'hui, tout le monde va chercher à lutter contre moi. Et ça, c'est logique, vu qu'il y a le blueprint de John Jones. Donc, c'est un peu le but de chacun, surtout quand. Je dirais même de Ngannou. Ça part de Ngannou, le blueprint. C'est vrai, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, effectivement. D'ailleurs, il le dit Ngannou, enfin, tu sais, il en parle sur une autre interview, entre parenthèses, où il évoque son potentiel combat avec John Jones qui a peu de chances d'arriver, mais il le dit lui-même, mais que pour lui, en fait, ça sera un combat facile, dans le sens où il faut pas qu'il pense que John Jones arriverait à le mettre au sol aussi facilement qu'il a mis au sol Gane. Tu vois, Ouais. pour en lutte, il est bien meilleur. Donc voilà, il rajoute que lui a un bon judo. Il dit je vais chercher à toucher sans être touché. Bon, ça, c'est pas une découverte, de toute façon, c'est un peu la signature du MMA Factory. Et il faut que je gagne, c'est ma priorité et de préférence avant la limite. Donc voilà, il veut faire un coup d'éclat sur cette UFC Paris. C'est normal, il veut mettre en place sa boxe. Il a tout pour, parce que de toute façon, toucher sans être touché pour lui en lourd, c'est le plus sûr pour lui. Enfin, c'est-à-dire il y a que lui qui peut faire ça chez les lourds avec ses déplacements. Ouais. Donc ouais, c'est une stratégie qui est bonne à mettre en place. Ce travail, ouais. Mais je le connaissais pas moi ce judoka. Enfin, je suis pas particulièrement le judo, c'est vrai, mais il a un bon palmarès. Oui. Il a un très bon palmarès. Je vois médaillé européen à plusieurs reprises. Je crois qu'il a jamais eu l'or. Non, il a jamais eu l'or en fait. En fait, on va dire que c'est l'éternel second, tu vois.
Mais être second à un championnat européen de judo, c'est quelque chose. Quand on connaît le niveau du judo mondial, c'est énorme. Mais c'est surtout que de toute façon, parce que l'or revient à Teddy Riner. Alors, je sais pas s'il était dans la même caté. Si, c'est chez les lourds. Non, parce qu'il a combattu essentiellement en moins de 100 et quelques fois en plus de 100. Donc, Ok, quelques fois, il était dans la même caté, mais sinon, il est en moins de 100. ok, d'accord. Ok. Ouais, mais en tout cas, bon. En tout cas, en termes de gabarit, Oui, et ben, surtout que je pense qu'il là, il est plus dans sa carrière, là. Je pense qu'il a arrêté, donc il doit avoir pris du poids, là. Ça doit être un vrai lourd, pour le coup. mais ça se voit, hein, de toute façon, tu le vois à côté sur les photos à côté de Cyril Gane et tu te rends compte que le mec est tanké, quoi. Enfin, tu vois, il fait pas le figure à côté de Gane. Donc oui. Donc c'est intéressant de voir ça. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment ça va être transposé dans la cage. Parce que on voit, donc on l'a dit la dernière fois, qu'il prenait au sérieux le fait de travailler le grappling. Visiblement, en fait, il n'y a pas une semaine sans grappling pour Cyril Gane, donc ça c'est une bonne chose. Je l'avais dit avec François Laurent, avec David Pierre-Louis, donc deux personnes qui sont des habitués du no-gi, déjà ça c'est important, parce que JJB n'est pas forcément, enfin c'est pas forcément des habitués du no-gi pour certains coachs, là c'est le cas, et c'est des habitués du haut niveau, donc et qui ont amené des gens au haut niveau, surtout François Laurent. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Ça couplé avec le judo, j'espère justement qu'on le voit dans des situations où il va devoir mettre en place. Défendre. Ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux. Alors, toucher sans être touché, s'il le fait, c'est très bien. Mais j'aimerais bien quand même voir ce que ça donne, ce travail sur le long terme, là, où justement, il est dans cette préparation-là. Un autre point sur ce combat, c'est Thomas Minal, qui lui, est très intéressé pour le fait de venir à l'UFC Paris, alors non pas en tant que combattant, mais dans le public, parce que sa target, son véritable objectif, c'est Cyril Gane. Donc pour ça, il doit d'abord avoir une victoire contre Tibura. Donc là, c'est au mois de juillet. Ouais. Et derrière, s'il a une victoire, et surtout une victoire comme il l'entend, c'est-à-dire une victoire avec la manière, expéditive, il veut aller à l'UFC Paris. Il veut voir Cyril Gane gagner aussi de manière nette et précise, tu vois, expéditive, pour faire un face-à-face avec lui. Alors Spivak, ça serait une revanche si jamais il l'affrontait. Il dit que ça ne le dérangerait pas de le réaffronter. Ouais, mais il veut Cyril Gane en priorité. C'est ça. Il le veut parce qu'il sait très bien que de toute façon, c'est les deux noms, les deux prospects qui sont ceinturables, entre guillemets, tu vois. Qui sont Ouais. De toute façon, le mec qui bat Cyril Gane, il est éligible à la ceinture, hein. Oui, il est numéro un. Il est Donc, toujours. non, c'est bien. Tu sens il accélère à Spinal. Ouais. Ah, ça y est, il faut qu'il passe au titre, là. Mais de toute façon, ça va avec la confiance qu'il expliquait après son opération. Quand il disait qu'en fait, pendant des années, il s'était entraîné avec son genou et qu'il avait dû s'adapter autour de cette blessure et qu'aujourd'hui, il se retrouvait comme il y a 20 ans, quoi. Et que justement, il avait cette possibilité de pouvoir lâcher les chevaux au niveau physique, lâcher les chevaux au niveau technique, et donc qu'il était bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était là, de la version d'Aspinal qu'on a déjà vue. Ouais. Donc, si, j'ai hâte de voir ça, parce que déjà que le Aspinal qu'on a vu, il était déjà monstrueux. Donc j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui, quoi. Ouais, je suis d'accord. Franchement, j'espère vraiment voir ce combat. Là, vraiment, pour le coup, ça me hype, ce combat. Ouais, ouais. Donc on va croiser les doigts et on va louer les dieux de la bagarre pour que les deux gagnent avec la manière et qu'on puisse voir ce combat en fin d'année, peut-être. Non, peut-être pas en fin d'année, début d'année prochaine. Ah, tout dépend comment ça se passe, en fait. Tout dépend comment ça se passe. Tout dépend ce qu'ils veulent faire à l'UFC, en fait. Est-ce qu'ils veulent le faire en Europe? Est-ce qu'ils veulent le faire aux États-Unis? Parce qu'un Aspinal, tu le mets à Londres contre Gann, c'est lourd, hein. C'est lourd, exactement. Mais tu sais, comme John Jones doit affronter en fin d'année. Ah, mais c'est au mois de. Non, c'est au mois de décembre ou c'est au mois de novembre, je sais plus. Octobre, novembre. Jones. Je sais plus exactement la date. Mais D'ailleurs, franchement, on sait même pas parce qu'on n'en parle plus. Miyoshi, il a disparu. c'est vrai. Ouais, parce que vu que McGregor n'est pas rentré dans le pool USADA et qu'il devait être coming event de cet événement-là à New York, je sais plus, j'ai plus la date en tête. Mais en tout cas, ça pourrait être un coming event de choix, d'avoir justement cette demi-finale en même temps que la finale, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, à voir pour la suite. Deuxième info, nouveau combat donc à l'UFC Paris. Manon Fiorot va affronter Rose Namajunas qui fait sa montée.
Donc, elle monte en mouche pour une demi-finale dans cette catégorie. Alors, ça, c'est eux qui le disent, hein. Mais c'est sûrement le cas, de toute façon, puisque vu comment elles sont placées et vu la notoriété de Rose Namajunas. Je l'avais pas vu venir ce combat, hein. Pas du tout. Bah, je l'avais pas vu venir. Aldric Cassata en avait parlé déjà depuis longtemps, où il disait que justement elle avait appelé Blanchfield ou Namajunas parce que elle avait déjà donné l'info qu'elle montait. Ok. Donc c'était un potentiel fight entre les deux. Enfin entre Blanchfield et Namajunas pour l'UFC Paris. Mais c'est bien que ça soit Namajunas parce que c'est une des plus grosses stars féminines de l'UFC. Et donc c'est un bon nom à accrocher à ton palmarès, quoi. Une des plus grosses stars tout court. T'as même pas besoin de préciser féminine. Parce que là, pour le coup, moi, sur toute la carte, là, c'est le combat qui me hype le plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, parce que honnêtement, de voir cette opposition, quand tu connais le niveau de boxe de Namajunas et quand tu connais le niveau de boxe de Fiorot, déjà tu sais qu'il va y avoir du punch déjà. Et surtout, Namajunas, qui a l'habitude aussi d'amener ses adversaires au sol et d'avoir un bon sol, on va pouvoir peut-être enfin, parce que c'est pas dit, hein, parce que Manon Fiorot, elle est dure à amener, mais peut-être voir son véritable niveau au sol. J'écoutais justement l'interview sur RMC d'Alexandre Herbinet et Jonathan McCarty. Ils ont interviewé justement Aldric Cassata, qui était sur Paris pour le Ares. Et donc, il expliquait que Manon Fiorot avait un niveau au sol qui était excellent. Peut-être même qu'elle allait décrocher sa noire cette saison, enfin, ou la saison prochaine, quoi. Et donc voilà, quoi. C'est qu'elle est vraiment bonne. En plus, on sait qu'à Nice, ils ont un très bon niveau. Là, ils ont recruté encore Samuel Monin. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à voir là-dessus. Moi, j'aimerais bien voir un petit peu son niveau au sol. On sait Ouais, que mais franchement, c'est compliqué pour Rose comme combat. Pour une montée, ils lui font pas de cadeau. non, non, Parce non, qu'en de plus, pas. elle sort d'une défaite Ouais. contre Esparza. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas combattu. Là, elle monte, on sait que mentalement, Rose, c'est pas très stable. Elle va affronter Manon Fiorot chez elle, à Paris. Ouais. Elle va se faire huer et tout. Non, c'est compliqué. Franchement, c'est une bonne carte à jouer pour Manon Fiorot. Ah bah clairement, c'est une bonne carte à jouer. Pour Cassata, ça fait pas un pli, de toute façon. Il voit clairement Manon Fiorot gagner et gagner avant la limite. Donc, Alors, je n'ai pas analysé, mais à première vue, ouais, je suis assez d'accord. Je pense que la différence physique, elle va être énorme. alors, j'ai regardé. Rose Namajunas, c'est 1m65 pour une allonge d'1m63. Manon Fiorot, c'est 1m69 pour une allonge d'1m68. Donc, il y a de l'écart. Non, je ne parle pas en termes de. En termes de volume, ça va être énorme. Parce que Manon Fiorot, elle fait partie des plus volumineuses de la catégorie. On le voit même au niveau des impacts, de la puissance pure. Tu vois ses kicks, comment ça claque. Ouais. Ah oui, quand elle va prendre les premiers side kicks Ah oui. médianes, là, elle va le sentir passer. Oui, elle va le sentir passer. Donc oui, c'est pas un cadeau qui est fait à Rose. Il y en a une autre aussi qui a parlé de ce combat-là, d'ailleurs avec un peu de haine parce qu'elle espérait l'affronter dans la catégorie des poids pailles. Mais c'est Tatiana Suarez qui voulait affronter Rose et qui ne comprend pas pourquoi elle monte. Elle pense que Fiorot va la renvoyer rapidement chez les pailles. Donc, donc ouais, Je pense aussi. Honnêtement, je ne comprends pas la montée pour le coup. je comprends pas non plus. Honnêtement, je comprends pas. Mais après, peut-être qu'elle s'est dit, voilà, j'ai fait le tour. Weili Zhang, elle devient très solide. Elle a vu ce qu'elle a fait à comment dire, à Esparza, tu vois. De toute façon, il faut passer Esparza. Esparza, elle n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, elle a un blocage avec cette meuf-là. Ça fait 2 fois qu'elle l'affronte, 2 fois qu'elle perd. Elle pensait avoir gagné, mais non, mais elle a pas fait de taf. Elle a rien envoyé dans ce combat. Ah Donc, non, non, elle a perdu. elle a perdu, c'est clair. Derrière, tu vois Weili Zhang, la progression qu'elle a fait, ne serait-ce que pour affronter Esparza, elle est solide, elle est bonne lutteuse, elle est bonne boxeuse, enfin, tu vois, donc ça devient compliqué. Donc le run à la ceinture devient compliqué dans sa KT. C'est peut-être pour ça qu'elle a décidé d'aller voir dans l'autre KT ce qui se passait, quoi. Mais bon, je suis pas sûr que le calcul soit bon, quoi. Je suis d'accord. Franchement, écoute, on aura la réponse, hein. Pour le coup, là, on aura la réponse. Parce que s'il n'y a pas Fiorot, ça voudrait dire qu'elle a eu raison de monter. Elle a un gros test immédiat. Ouais, clairement. Donc à voir. J'ai hâte, j'ai hâte. De toute façon, cette UFC Paris, j'ai hâte d'y être. Les 2 mois vont être très longs avant d'arriver à cette UFC. Ensuite,
On reste sur l'UFC Paris et on a deux personnes un qui annonce à demi-mot qu'il y serait, l'autre qui nous donne son plan d'attaque pour y être. Mais après, est-ce que ça se fera ou est-ce que ça se fera pas? Ça, telle est la question. C'est Taylor Lapillus et Morgan Charrière. Donc, on va commencer par Lapillus. Donc, Lapillus, il a posté une vidéo où il s'entraîne avec Mehdi Ben Lakhdar et il met comme texte: je suis pressé. UFC Paris, je suis pressé. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? On sait qu'il devait combattre à l'UFC Paris 1, qu'il n'a pas pu parce qu'il s'est fracturé la main. On sait qu'il a fait le team, qu'il s'entraîne avec Johnny Frachet à l'US Metro et aussi avec Nicolas Haute. On l'a vu sur des vidéos avec Nicolas Haute. Que visiblement, c'est parce que il avait plus une place de choix au MMA Factory. Enfin, qu'il y a d'autres personnes qui sont passées devant lui et donc que Fernand Lopez ne s'occupait plus forcément de lui à sa juste valeur, parce que ça reste un champion, hein, Taylor Lapillus. Faut pas l'oublier. Tu vois, c'est pas parce qu'il a été cuté de l'UFC alors qu'il était sur une série de victoires, mais il a été cuté. Donc voilà. Et puis là, il a récupéré la ceinture du TKO, je crois. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Il a eu plein de ceintures après Ouais. être sorti de l'UFC. Donc voilà. Donc est-ce qu'il a changé de management? Est-ce qu'il est toujours avec le MMA Factory ou est-ce qu'il est passé avec Guillaume Pelletier? Je pense pas. Je pense qu'il est resté avec le MMA Factory par contre en management. Je sais pas du tout. J'ai pas vu d'infos sur ça, mais je pense que oui, ça serait sorti sinon. Ouais. Et donc voilà. Mais est-ce qu'on y croit à cette entrée à l'UFC Paris? Écoute, moi, je suis complètement perdu là sur l'UFC Paris. Je vois pas du tout où l'UFC veut en venir en fait. Franchement, je comprends pas ce qu'ils font. Dans quel sens? Dans le sens où il y a tout un tas de combattants dispo, de stars même françaises, qui attendent, Abdoul, etc. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. Je sais pas ce qu'ils font, vraiment. C'est vrai qu'il tarde. Hein. Les places sont déjà vendues sans savoir en fait Ouais. qui sera sur cette carte, quoi. Ouais. Je pense qu'ils sont un peu dans un dilemme où justement il y a beaucoup de prétendants qui peuvent avoir leur place et ils attendent de voir un petit peu comment ça va se passer. Bah, notamment, tu vois, avec Morgan Charrière. Morgan Charrière qui doit combattre, lui, il doit combattre au Cage Warrior 157 le 21 juillet. Et donc, selon Guillaume Pelletier, qui est son manager de la Bulgarian Top Team, il dit que si il arrive à faire un finish au premier round sans prendre de dégâts, il pourrait être sur la carte. Enfin, dans la négociation, en fait, il serait sur la carte de l'UFC Paris. Donc, Morgan Charrière, on sait que lui, c'est plutôt une star grâce à ses réseaux sociaux aussi. Bon, c'est un bon combattant, un très bon combattant. Hein. Il a eu la ceinture du Cage Warrior et tout ça, il n'y a pas de souci. Il mérite sa place. Mais c'est aussi une star des réseaux sociaux. C'est-à-dire que lui, c'est pas le MMA qui le fait vivre. C'est, entre guillemets, c'est les réseaux sociaux. Il a une grosse communauté. Il l'entretient bien. Et donc, une personne comme ça à l'UFC Paris, ça met de la lumière. Ça met encore plus de lumière sur C'est sûr. avec. Mais là, je me dis, finalement, pour l'UFC, toutes les places sont vendues. D'accord? Oui. Donc, est-ce qu'ils ont la peine de recruter des gens spécialement pour l'UFC Paris? Toutes les places sont vendues. Là, ils peuvent caler leur carte, mettre n'importe qui. De toute façon, ça sera plein. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est clair. Parce qu'on avait vu aussi il y avait 90% de chances que Abdul soit à l'UFC aussi. Il y a eu cette info qui était sortie après. On en avait parlé la semaine dernière. Oui, alors soit il faut une carte 100% française. Dans ce cas-là, ça s'entend de la prélim de la prélim à la main card. Mais ça leur impose de recruter. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de recruter tout un tas de Français? Sauf s'ils font des one-shots, tu vois. Oui, ils peuvent faire ça. Parce que ça serait pas la première fois que ça se ferait. On en avait parlé pour Zara Fern. Entre guillemets, bon là on verra si en cas de victoire, mais s'il n'y a pas de victoire, enfin avec ces résultats, tu sais, dans la cage de l'UFC, c'est pas dit que le contrat il soit maintenu. C'est-à-dire que ça c'est une personne qui peut être un one shot là pour le coup. Donc et après il y en aura peut-être d'autres. Ce que je souhaite pas, hein, parce que tous les combattants qui souhaitent être à l'UFC, j'espère pour eux que ça sera sur quelque chose de périn, tu vois, et pas quelque chose où ils vont les faire sauter après l'UFC Paris. C'est-à-dire le 2 t'es là, le 3 t'es plus là, tu vois. Ouais, bon, après, si t'es averti, si on te dit, voilà, t'as un combat, en fonction de la qualité de ce combat, on prolongera ou pas. Oui, c'est vrai que Ça reste une opportunité, et un billet et une grosse exposition à prendre. c'est clair. C'est clair.
Donc, à voir. Mais en tout cas, voilà, ça fait quand même du monde parce que, effectivement, donc il y a Abdul, il y a Taylor, il y a Morgan, il y a Nassourdine, on sait même pas s'il y est encore. Nassourdine, on ne sait pas s'il y sera ou pas. Mais c'est vrai que vu le combat de la dernière fois où il s'est arrêté un peu prématurément, on avait parlé d'être dessus. Après, qui sera en main card, qui sera en carte préliminaire, tu sais? Bah après, c'est par rapport au classement. Oui, oui, oui. Mais à voir. Donc, à voir. Mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant, mais ça serait bien effectivement qu'ils commencent à sortir l'entièreté de la carte, quoi. Ben ouais, attends, on arrive en juillet. Ouais. Enfin, même pour les combattants, tu vois. Tu sais pas si tu dois partir en vacances. Enfin, c'est des trucs bêtes, tu vois. Mais en fait, ils sont tous en suspens, là. Est-ce Non, que mais je prends des vacances? Est-ce que je me mets en prépa? Est-ce que. s'en foutent des vacances scolaires françaises. Oh non, mais c'est sûr. Mais pour les combattants, ça bloque tout, en fait. Ouais, Comment tu t'organises? Parce que là, si tu dois combattre en septembre, tu organises ton camp dès maintenant, quasiment. bah clairement. Bah, il y a des combattants qui sont déjà en camp, hein, de toute Mm. façon. Donc oui. Ouais. Oui. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. C'est Taylor Lapillus, tu vois, quand il dit ça, tu as vraiment l'impression qu'il y est, c'est sûr. C'est Ouais, acté. qu'il a des infos comme quoi il va y être. Ouais. Alors, est-ce que c'est du forcing sur les réseaux pour inciter à quelque chose? Mais Mais est-ce qu'il a assez de poids pour faire un forcing sur les réseaux, tu vois? Bonne question. Bonne question. À voir. On le saura bientôt de toute façon. Autre info. Alors, on revient sur un dossier, mais alors là, c'est petit plaisir pour nous, hein. C'est rien à voir avec, avec une info on va dire, importante dans le monde du MMA. Mais monsieur Sean Strickland, qui a encore fait parler de lui, bah voilà, il s'est attaqué aux Français, nous on s'attaque à lui, on vous l'a dit, hein. Parler de lui pour des propos misogynes. Il est misogyne. Il est misogyne sur le travail des femmes et sur leur droit de vote. Ce mec-là, c'est une ça, ordure. ça te surprend? Non, mais c'est une ordure finie, mais j'adore. On va lire un petit peu. On dirait un personnage de film, tu sais, vraiment le beauf américain. Ah oui, oui, que tu vois avec le drapeau sur le perron, Ah les ouais, de ouf. truckers et puis le fusil à pompe pas loin de. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Donc nous devons revenir à l'idée de retirer les femmes du marché du travail. Et c'est peut-être là que nous avons merdé, a déclaré Strickland. Nous avons laissé les femmes voter. Pensez à l'Amérique avant que les femmes ne votent. Ça c'est pour. Tu vois là, c'est vraiment la phase d'Américains de base, d'électeurs de Trump. Pardon. Donc, ils ont essayé d'interdire l'alcool. Alors, vous avez laissé ces femmes entrer sur le marché du travail. Maintenant, nous gagnons moins d'argent. Vous avez des enfants sur TikTok. Nous devons revenir en 1958 après avoir boudillé les Allemands. Alors écoute frérot, je vais t'annoncer une grande nouvelle. C'est 45, la fin de la guerre. C'est pas 58. Là, t'as fait un petit, il y a une petite ellipse temporelle dans les deux. Mais bon, on connaît la passion des Américains pour Pour l'histoire et pour tout, en fait. et pour la géo, c'est vrai. Ouais, pour tout. Nous devons remettre les femmes dans la cuisine. Un seul homme doit travailler. Alors, en tant que groupe d'hommes et collectif, nous devons élire quelqu'un qui remettra les femmes à la cuisine. Seul un homme augmentera les salaires et je n'ai pas la fin, mais c'est pas grave parce que c'est déjà bien assez. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un couac. Attends, si je fais ça, pardon, si je fais ça, j'ai peut-être la fin. Non, j'ai pas la fin. Bref, passons. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est très drôle. C'est sur quoi qu'il a dit ça? Je ne sais pas. Attends, j'ai un bug. J'ai un bug. C'est Pardon. une interview? Sur une interview, oui, oui. Une interview sûrement dans les médias américains. J'ai pas la source. J'ai pas la source, mais en tout cas, bon, suite à ça, il y a eu un tollé des internautes sur les réseaux qui ont demandé à l'UFC de le renvoyer de la ligue, tout simplement. Jamais de la vie. Ah oui, Dana White, il s'en fout, il pense la même chose. Mais jamais de la vie, parce que la moitié du public qui regarde l'UFC pense la même chose. C'est clair. Mais c'est marrant hein, de voir comment en ce moment on est sur de la régression comme ça. Enfin, tu vois, sur les droits des femmes, le côté macho, redevenir l'homme, tu sais, chasseur, le chasseur-cueilleur. Parce qu'il y avait aussi Jamal Hill aussi, je crois, qui avait eu des propos aussi un petit peu comme ça sur les femmes. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Ah ouais? Franchement, j'ai pas suivi. Je t'avoue que les infos comme ça là qui défilent, c'est pas quelque chose que je regarde. Ah, moi, ça, je les regarde parce que c'est le côté people, tu vois. On est là, on est sur la Gazette, là, on est dans Voici. Mais
C'est marrant. Bah, ça, je trouve ça marrant. Donc, mais c'est surtout, en fait, pourquoi je l'ai mis, plus que le fait qu'il soit misogyne et con, parce que ça, tout le monde le sait. Mais c'est sur cette petite phase là de 1958 où, franchement, j'étais mort de rire. Tu vois, je vais encore vous raconter ma vie, mais et ma nièce, j'espère qu'elle écoute pas mes podcasts parce que sinon elle va m'en vouloir. Mais de toute façon, je ne dis pas laquelle c'est. De toute façon, c'est ma préférée après les autres, je vous l'ai déjà dit. Donc, Voilà. donc quand elle a dit la guerre de 14-18, en fait, c'était 1418 pour elle. Tu vois? Tu vois, c'est un peu le genre de même connerie. Je lui dis alors la guerre de 39-45, elle n'est pas encore passée alors, puisqu'elle est en 3045. Bah oui. Non, mais c'est. Donc voilà, et ça, en fait, je crois que c'est ça qui m'a fait tilter sur cette info. Il faut qu'on revienne après qu'on revienne à l'époque où on a bousillé les Allemands en 1958. Ah là là, Juste cette phrase, juste cette phrase, il devrait être cut de l'UFC pour ça. c'est ça. Oh, c'est pas possible. Comme dirait Lionel du podcast Café Crème Sport, c'est du miel. C'est du miel. J'en perds pas plus de temps avec ce connard. Quand on sera monétisé, il faudra que j'arrête de dire des insultes. Chimaev devrait affronter Brandon Allen. Ça, c'est une sacrée info. Donc, alors, c'est pas encore du sûr. Ouais. Hein. Alors, ouais, c'est ce que je te disais, ou je me demande où tu as vu ça. Comme toi, dans Actu MMA. Donc voilà. Et donc, je l'ai vu. Et ce qu'il disait, c'était que. Alors, l'histoire, en fait, qui se passe, voilà, pour remettre les choses dans le contexte, c'est quoi? Allen, il vient de gagner par soumission au premier round à Jacksonville contre Bruno Silva. Après sa victoire, son équipe lui a interdit de faire un call-out à Cannonier. Okay. Donc voilà. Deux suppositions. Soit, en fait, c'est là où on met des pincettes, soit Allen est choisi et pressenti pour le premier combat de Chimaev dans la catégorie du dessus. Deuxième. Parce qu'il a pris Hollande. Ah, il a pris Hollande, c'est vrai. Oui, pardon. Ouais. Donc, effectivement, dans ce deuxième combat. Mais pour son installation, quoi. Là, il monterait définitivement en 84. C'est ça. Pas un truc qui se fera en short notice, mais un truc qui serait préparé avec une vraie affiche et tout ça, quoi. Et, ou alors, c'est Cannonier qui serait pressenti, et donc c'est pour ça qu'ils lui ont demandé de ne pas l'appeler. Ok. Parce que lui, en fait, Brandon Allen, il a dit en interview derrière, écoute, qu'ils choisissent Cannonier, qu'ils choisissent Vettori, qu'ils choisissent qui il veut, en vrai, je m'en fous. Lui, ce qu'il veut, en fait, Allen, c'est juste affronter un top 5. Il n'est pas top 5, Chimaev. Non, je sais. Mais bon, lui, ce qu'il aimerait, c'est affronter un top 5. Donc, c'est en fait, s'il n'affrontait pas Chimaev, tu vois, en fait, ça lui fait. Il s'en fout. Ouais. Il veut pas surfer sur le fait que ce soit Chimaev, quoi. Il s'en fout. C'est ça. Donc, il choisit qui il veut. Il veut pas être, tu vois, il n'est pas dans cette hype-là de se dire, il faut absolument que je le combatte. Par contre, si le combat se fait, il le prend. Oui. Il est sur 22 victoires, 5 défaites, dont 13 victoires par soumission. Il est sur 5 victoires consécutives. Sa dernière défaite, elle était contre Chris Curtis en 2021. Donc, c'est pas déconnant. Hein. Non, ça passe. Franchement, j'ai regardé son palmarès. C'est pas un combattant que je suis particulièrement. Hein. Donc, j'ai regardé un peu son palmarès, là. Et c'est un combattant solide. Hein. Ouais, beaucoup de victoires au premier round. Pour une reprise, pour Chimaev, parce que c'est une reprise, hein, ça fait pratiquement un an qu'il n'aura pas combattu. Ouais. Donc, non, pourquoi pas. Moi, je sais que voilà, alors sur le papier, c'est encore pas le combat qui me hype le plus parce qu'effectivement, Brandon Allen, si t'es pas un puriste, effectivement, tu sais pas qui c'est. Je préférais sûrement le voir contre Cannonier parce que ouais. Mais en plus, ça collerait avec ce qu'il prétend, tu vois. Le mec, ça fait déjà au moins 3 ans qu'il nous dit qu'il est champion dans 2 catégories s'il veut. C'est vrai. Mais visiblement, il veut pas. Et là, peut-être qu'il voudra. Donc, donnez-lui un top 5. Ouais, moi je serais. Ouais, faut qu'il monte au titre. En plus, ça va relancer la catégorie middleweight qui est éteinte. Donc, allez, c'est bon. Oui, il faut lui donner Cannonier en demi-finale. Demi-finale du title shot. Soit il passe pas. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Bon, alors, j'espère que c'est ce cas de figure-là qui sera retenu et pas forcément un combat contre Brandon Allen. Et Brandon Allen, donnons-lui un Vettori. Et comment il s'appelle J'ai un trou de mémoire. Tu sais, celui qui a mis le coup de pied retourné, là, incroyable. Là. Quand il se fait saisir le middle et que Nassourdine a affronté. Oui. Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Les noms, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Je vous le mettrai en astérix sur la vidéo. On va le retrouver. Ouais. Bah lui, je sais pas si tu as vu, mais il a insulté
il a insulté Chimaev. Et ça, il a insulté la mère de Chimaev, pour être précis. Touche pas les mamans. On touche pas les mamans. Donc je me dis, est-ce qu'ils veulent pas faire monter ce combat pour faire monter la sauce en 84? Bah alors, il n'y aurait aucun intérêt pour Chimaev. Parce que le mec, il est pas dans le top. Bah oui, à part ce fait d'armes, c'est tout ce qu'il a fait de bien, quoi. Enfin, tu vois. C'est vrai. Oui, je pense qu'il faut pas qu'ils se croisent. Non, faut pas qu'ils se croisent. Faut pas qu'ils se croisent. Mais par contre, oui, mais j'ai l'impression en fait que tout le monde surfe sur Chimaev, tout le monde veut ce combat contre Chimaev. En fait, tout le monde pense que c'est la poule aux œufs d'or de la catégorie. À juste titre, tu vois, c'est une hype. En fait, tu prends la hype. Tu sais, je le dis souvent, hein, tu sais, les mecs qui sont pleins de hype comme ça, c'est un peu Highlander et son quickening, tu vois. Tu lui coupes la tête derrière, tu récupères. Tu prends son pouvoir. C'est ça. C'est pour ça qu'aussi tout le monde va affronter John Jones. C'est pour ça que tout le monde va affronter ces mecs-là, tu vois. Donc oui. Mais bon, encore beaucoup d'incertitudes pour ce combat. On ne sait pas encore. Pareil. Pas de date. La Terre a donné pas de date. Si, on sait que ça sera à Abu Dhabi. On sait que ça sera. Donc ça sera à Abu Dhabi. Donc logiquement, il revient à Abu Dhabi, sûr. Et ça fait longtemps qu'ils le disent de toute façon qu'il doit être sur la carte d'Abu Dhabi. Ok. Derrière, il faut que ça s'officialise. Je sais pas, ouais, l'UFC, je les sens un peu timorés sur le fait de sortir les cartes là en ce moment. Ouais, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. Après, est-ce qu'il y a des trucs en interne qu'on ne sait pas? Sûrement. C'est vraiment compliqué. Pourtant, il y a ce qu'il faut. Attends, en termes de roster, tu peux faire des cartes de folie. Oui. Mais est-ce que justement, ils veulent pas faire comme la saison dernière, entre guillemets, où il y avait des cartes de folie et des cartes qui étaient pétées? Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours. Ils aient un peu les cartes et donc bon, ils essayent de calculer un peu mieux leur. Parce qu'on sait pas, parce que tu sais, tu as les pressions d'ESPN aussi, tu vois, qui eux payent quoi qu'il arrive et donc ils ont besoin d'avoir des UFC numérotés qui rapportent, tu vois. Et que ça n'a pas été le cas véritablement pour tous les UFC numérotés cette saison. Non. Peut-être qu'ils s'acharnent un peu plus à faire des cartes plus équilibrées et c'est peut-être pour ça qu'ils sortent pas tout d'un coup en disant voilà, on fait 7 grosses cartes et puis voilà. Peut-être qu'ils attendent que les combats se fassent, qu'ils puissent caler telle ou telle personne à tel moment. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça qui se passe. Tu vois, pour vraiment équilibrer les cartes. Ouais, bah écoute, en tout cas, en termes de gestion sur certains combattants, j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre aussi. Et ce qui fait que t'as moins de hype, quoi. Enfin, tu sais, t'as moins cette envie, tu sais, ces trucs où t'attends l'UFC, tu vois, où tu te dis, voilà, à telle date, je sais qu'il y a tel combat, ça me hype de fou et tout. Non, je sais, ouais, les gros noms, ils ont du mal à les mettre en avant, là, en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, suite au prochain épisode, il y aura une suivi de dossier là-dessus, mais espérons que ça soit canonnier. Numéro 6, BSD, donc Benoît Saint-Denis, parle de Saladin Parnasse et de Doumbé. Alors ça, c'est le titre RMC qui est sorti, enfin tu sais, où genre il règle ses comptes avec Doumbé, surtout avec Doumbé, pas trop avec Parnasse, mais qui est sorti. Donc en disant, c'est tant mieux pour eux s'ils arrivent à bien négocier. Après, il faut faire un choix. Est-ce que tu veux être star de la Ligue 1 ou essayer de gagner la Champions League? Donc ça, c'est sa sortie. Si tu sors cette phrase du contexte, effectivement, elle est pas sympa. Mais après, derrière, il nuance. C'est-à-dire que il dit tout de même que c'est un choix à l'instant T, en fait. Et que si, par exemple, tu as un jeune qui veut d'abord se faire ses armes et faire aussi son argent, son matelas financier avant d'atteindre l'UFC, tu vois, quand tu es jeune, il parle sûrement de Parnasse à ce moment-là, qu'il a tout à fait raison, que c'est un calcul à faire et que chacun a ses objectifs, en fait. Lui, son objectif, c'est d'être champion UFC, il le dit. Donc voilà, mais après, il est en deuxième carrière, il était militaire, donc lui, il a moins de temps à accorder en fait au fait d'aller dans d'autres organisations. Il veut monter très vite, et ce qu'on va comprendre. Quand tu as un Saladin Parnasse qui a commencé en étant pro à même pas 18 ans, je crois. Donc oui, effectivement, lui, il a beaucoup plus de temps pour se construire. Aujourd'hui, il n'a pas 30 ans, donc il a le temps d'aller à l'UFC. Et sa carrière, elle est bien gérée à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, il va être serein financièrement avant même d'intégrer l'UFC. Et ça sera déjà un nom, il aura déjà une double ceinture, il aura déjà. Enfin, voilà, le calcul, il est bien fait dans ce sens-là. Plutôt que de se cramer les ailes comme un Rosas là, qui est rentré à 17 ans à l'UFC. Ouais. Et qui a déjà sa première défaite avec la manière et on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. S'il prend une deuxième défaite comme ça, l'UFC, c'est fini. Il aurait pu prendre de l'expérience ailleurs avant. Et puis en plus, on sait que l'UFC, une fois que tu en sors,
Tu ne rentres plus. Hein. En tout cas, tu ne rentres plus comme ça, hein. Pas aussi facilement. C'est très compliqué. Et ça peut durer des années, tu vois. Ça peut durer des années. Et après, pour Doumbé, bah, c'est pareil. Je pense qu'il ne le critique pas plus que ça. Je pense qu'il a conscience que Doumbé, on l'a déjà dit, n'est pas quelqu'un qui il est en deuxième carrière aussi, puisque c'était quelqu'un qui qui est champion du Glory, tu vois. Donc, vu qu'il est en deuxième carrière et qu'il veut assurer sa retraite, il a plus intérêt à aller chercher le financier que d'aller chercher la gloire. Il a monté en épingle dans les réseaux sociaux le fait qu'il tabassait Ousmane et tout ça, pour qu'on parle de lui. Mais derrière, pour lui ouvrir des portes d'organisation secondaire, on va dire, même si le PFL c'est une grosse organisation, mais qui lui rapportera beaucoup plus de financiers. Donc, non, c'est. Non, pour moi, je vois aucun pic dans ce qu'il dit. Hein. Quand tu écoutes tout l'interview, il dit, il est concret, quoi. Il dit la vérité. Il n'y a pas de. Il dit que les mecs ont raison s'ils veulent s'assurer le côté financier. Il n'y a pas de souci. Oui. Non, c'était juste le problème, c'était uniquement le titre de la vidéo que RMC a posté en fait. Je sais pas pourquoi, alors que d'habitude RMC ils sont pas dans ce délire-là. Hein. Ils sont toujours carrés. Donc j'ai pas compris le. C'est peut-être une maladresse en vrai. Hein. Enfin, ils sont toujours carrés. Ils deviennent carrés. Parce que souviens-toi, RMC au début, les interviews, les articles, il y avait beaucoup de conneries quand même dans les articles. On était tous les deux, à chaque fois qu'on lisait certaines choses, on se disait putain, ils ont encore recommencé quoi. Tu sais, j'ai plus d'exemples en tête, mais il y avait beaucoup d'incohérences, il y avait beaucoup d'approximations, il y avait beaucoup de comment dire même dans le MMA. Enfin, tu sentais qu'il y avait c'était des gens qui ne connaissaient pas la discipline, qui parlaient de la discipline. Ça s'est amélioré. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un excellent travail sur RMC, on le sait, hein, Alexander Binet, Jonathan McCarty et tout ça qui font un excellent travail. Il y en a sûrement d'autres. Donc, la culture MMA est en train de se créer sur cette chaîne-là, véritablement. Ils avaient déjà des événements avec l'UFC, mais là, tu sens que ils se professionnalisent. Surtout sur la version, en fait, je parle même pas de RMC Sport de combat, parce que là, c'est normal qu'ils connaissent, mais sur la version plus écrite, tu sais. Parce que c'est ça aussi, c'est les posts, ceux qui gèrent les réseaux sociaux, qui eux n'avaient aucune culture du MMA et ça se sentait. Là, on sent quand même qu'il y a un travail qui a été fait, qu'ils ont pris en considération les critiques des auditeurs et que derrière, ils ont amélioré les choses. Donc, je pense qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis à ce niveau-là. Quand tu fais un titre, il doit être court, il doit être racoleur, entre guillemets. Ils ont fait ça comme ça. Ils l'ont modifié par la suite. Ils se sont rendus compte de leur erreur. Très bien. Tu vois, ils auraient pu ne pas le changer. Et ça Ouais, non. En fait, je pense que le fait que ça a été republié par les maîtres fumiers et que ils sont très suivis, je pense que c'est ça surtout qui a fait qu'ils ont changé leur titre rapidement. Sinon, ça serait passé inaperçu. Hein. Oui, mais ça se trouve, sinon, il n'y aurait pas eu de. Personne n'en aurait parlé non plus. Hein. Tu sais, comment dire, je suis pas sûr que les gens s'attardent sur tous ces détails-là comme les maîtres fumiers peuvent le faire. C'est important, mais en même temps, ça fait un peu l'effet Barbara Streisand, tu sais. Ou Barbara Streisand, pour la petite histoire, on avait pris une photo de sa villa. Elle a une photo qui serait sûrement passée inaperçue. Et elle a tellement fait de tapage autour pour qu'elle soit retirée que tout le monde l'a vue. Et donc, les vues ont été maximisées, c'est-à-dire que tout le monde a vu une photo qui, ça se trouve, aurait fait 1000 vues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je suis d'accord. Les gens n'auraient pas forcément réagi, mais dans la tête des gens qui auraient vu le titre, il y aura eu un petit bif entre Benoît Saint-Denis et les autres, tu vois. Je suis d'accord. Sans forcément regarder la vidéo. Hein. Parce que pour le coup, j'aurais pas forcément cliqué sur la vidéo, mais en voyant le titre, je me serais dit, oh, je suis pas d'accord avec lui. Ouais. Ou c'est un peu chiant d'avoir fait ça. Non, mais c'est important de le faire. Donc ça a été très bien de modifier ça. Oui. Mais surtout qu'on est à l'ère du gros titre. C'est-à-dire que tu sais, dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, même sur Google ou n'importe quoi, en fait, on est abreuvé de titres comme ça qui sont frappants, tu sais, qui sont marquants. Et derrière, quand tu lis l'article, tu te rends compte que non, en fait, il n'y a rien. Tu vois, ce que pense Virginie Efira d'Intel, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Et après, ça finit par 3 petits points, et tu te dis, oh là, il doit y avoir un truc de ouf. Un truc de ouf, tu vois. Et en fait, tu lis l'article et en fait, ce qu'elle pense, c'est génial, c'est une meuf extraordinaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais sauf que dans le titre, tu dis putain, la bâtarde, dès l'arrivée, elle a dit du sale sur elle et tout. Et en fait, non, c'est quelqu'un de génial, je l'adore. Tu sais, ou alors, tu sais, elle va sortir un truc en blague et tu sais quoi, quand le truc de ouf, c'est que quand tu vois que c'est du positif, t'es déçu. Mais on est tous pareils, on est tous déçus.
Alors, on voulait du croustillant, du sale. Mais parce qu'on a été formaté comme ça, en fait, aujourd'hui. On est dans l'ère Ouais, du bah oui, bien sûr. on n'est plus dans l'ère du positif. J'en parlais, on va peut-être pas rentrer dans ces trucs-là, mais j'en parlais avec ce qui se passe là dans l'actualité, tu sais, à des gens, tu vois, où c'était pas avec les émeutes, mais c'était pour un autre truc qui s'était passé. Et en fait, les gens, tu te rends compte que oui, mais t'as vu cette vidéo, oui, mais t'as vu ceci, cela. Je dis oui, mais en même temps, c'est parce que c'est ça qu'on met en avant. Quand tu prends les statistiques, il y a moins de crimes, mais on les met plus en avant. Donc forcément, tu as l'impression qu'il y en a plus. Mettons en avant les choses positives. Mettons en avant les gens qui apportent du bien à la société, les jeunes qui sont intelligents et qui font progresser la société. Et puis tu verras que la société complète aura une autre vision des choses. Tu vois, Ouais. sera éduqué différemment. Bah là, c'est la même chose en fait. On est un petit peu aussi sur l'ère du trash talk dans le MMA. En France, c'est un sport qui est naissant. Derrière, il faut qu'il y ait de la visibilité. Donc, faut pas qu'on rentre dans ce travers-là, tu vois. Dans ce travers où justement, on va commencer à mettre des titres un peu putaclic, comme fait la sueur. Hein. Honnêtement, ça, c'est leur marque de fabrique. Mais j'ai envie de te dire plus globalement, c'est la marque de fabrique de YouTube. Tu vois, d'une vidéo. Pour que la vidéo ait buzz, il faut qu'il y ait du drama autour. Et le drama, il passe en premier lieu par le titre, par la photo que tu vas mettre en avant, par tout ça, quoi. Et ben, on buzzera jamais, je vous le dis, parce qu'on va pas rentrer là-dedans. C'est moi qui fais tout ça et je le ferai pas. Donc voilà. On sera jugé sur la qualité et pas sur sur La quantité. voilà, non, pas sur la fiche de puterie, surtout. Allez, on ferme la page. Benoît Saint-Denis n'est pas un bâtard. Voilà, il suffisait juste de continuer l'interview et on s'en rend compte. Zuckerberg versus Elon Musk. Ça prend de l'ampleur, cette histoire. Ça prend forme surtout déjà. Ça va prendre de l'ampleur, mais ça prend forme parce que les deux veulent s'affronter. Visiblement, c'est Musk qui en a parlé en premier, si je comprends bien, et Zuckerberg qui a demandé, en fait, qui en a parlé à Dana White, et Zuckerberg qui a appelé Dana White en disant, il est sérieux? Et comme il a dit, bah, je crois bien, il a dit, bah, ok, je suis chaud. Alors, je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre, mais en tout cas, les deux veulent s'affronter par l'intermédiaire de Dana White et de l'UFC. Visiblement, la date ciblée serait l'UFC 300. Donc, voilà, date anniversaire, entre guillemets. T'as regardé, ça aurait eu lieu quand l'UFC 300? Il y a une date? Il n'y a pas de date. Mais ça me paraît loin, parce que là, on est à 292, je crois. Oh, c'est pas si loin que ça, hein. Ça va Ouais, vite, hein. c'est vrai que ça va vite. Bah, ça sera dans l'année, je pense. Peut-être fin d'année. Ah, peut-être l'année prochaine. Enfin, quand je dis fin d'année, je parle en saison, en année scolaire. Ouais, 2024? Ouais. Ouais, je pense aussi, ouais. Peut-être vers août, quelque chose comme ça. Quand il y a le UFC Fan Expo ou quelque chose comme ça, bon, ils vont nous la sortir sur une grosse date. Bah, sur une grosse date, surtout qu'en plus de ça, ils estiment un record pay-per-view avec ce combat-là. Ils parlent Ouais. d'entre, alors, c'est une estimation, C'est hein. Chael Sonnen qui a dit ça. Ouais, entre 20 et 25 millions de dollars, en sachant que McGregor, Non, 20 et 25 millions de pay-per-view, pas de dollars. pay-per-view, oui, de pay-per-view, pardon. Ça en fait beaucoup plus de dollars. Oui, oui, ça en fait beaucoup plus de dollars. Donc, ouais, donc oui, non, non, c'est impressionnant. Impressionnant. Si ça se fait, c'est impressionnant. Après, c'est vrai que le monde entier, là, voudra voir ça. Enfin, je sais pas, je suis partagé entre le fait que les gens se disent, ouais, c'est deux milliardaires qui se tapent dessus. Mais on l'a dit, hein, on est à l'ère du Mais moi, je veux le voir, ce combat. Ah, je veux le voir aussi. Ah, Surtout, attends, tu te rends compte que s'ils font ce combat, c'est-à-dire qu'ils ont plus de couilles que Booba et Karis. Parce qu'on parle de Elon Musk et Zuckerberg. Et en plus, je suis sûr qu'ils, potentiellement, pour le coup, ils peuvent le faire. bien sûr qu'ils vont Parce le que faire. c'est des mecs qui n'ont rien à perdre. Eux, Bah pour oui, le coup, ils ont vraiment rien à perdre. oui, parce que dans le rap, tu as une crédibilité. Celui qui perd sa crédibilité, il perd sa carrière. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai que le perdant, c'était foutu. Bah oui. Là, c'est deux riches mecs qui sont les rois du monde déjà, donc ils auront toujours des choses à vendre. Enfin, tu vois, les gens vont pas se désabonner de Facebook parce Ah que non, ils seront pas jugés pour victoire ou défaite. quoi, Ça Elon va. Musk a perdu, je vends ma Tesla. Tu sais. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été contactés en plus. Musk par Georges Saint-Pierre, Ouais. qui a tweeté comme quoi il était fan de lui, enfin, il kiffait ce qu'il faisait et qu'il désirait bien l'entraîner. Il a accepté. Tu- Et il y a Jones qui a envoyé un message à Zuckerberg pour le coacher. Bon, visiblement, il n'a pas répondu encore. Alors, pour avoir, pas forcément pour le coacher, mais avoir une part dans sa prépa. Ouais, ouais, ouais. Parce que il faut savoir que Zuckerberg s'entraîne déjà avec Mikey Musumeci, alors au sol.
Visiblement, il s'occupe aussi de son MMA. Bon, c'est un peu moins glorieux quand tu les vois faire du MMA ensemble, parce que Muzumeshi, c'est pas forcément un combattant de MMA. Par contre, au sol, c'est de la finesse technique. C'est un des plus grands combattants du roadster JJB, tu vois. Donc oui, non, là-dessus, il s'est pris les services de quelqu'un, voilà, qui c'est pas le pire des combattants. Après, je sais pas ce qu'il vaut en tant que coach, mais en tout cas, en tant que combattant, déjà, c'est déjà extraordinaire. Mais donc, si tu es avec Muzumeshi, ça veut dire que c'est aussi Kayotera, parce que c'est un level de Kayotera. Donc, bon, tu t'entoures de gens. Kayotera, pour le coup, on sait qu'il sait former des gens et qu'il sait les former intelligemment. Donc, Non, mais pour le coup, vraiment, je pense que c'est des mecs. Alors, ça sera pas un combat incroyable, faut pas s'attendre à. Mais je pense ils vont progresser vite s'ils s'en donnent les moyens, parce qu'on va pas se mentir. Ils doivent avoir un mental quand même hors du commun. Pour atteindre ce niveau dans les business, etc., c'est que déjà mentalement, t'es quand même un lion, tu vois. Moi, je suis sûr que mentalement, les mecs, c'est des guerriers. J'en suis sûr. bah, c'est déjà qui ont l'habitude de pas compter leurs heures, tu vois. Déjà, ils n'auront pas de problème avec ça au niveau de l'investissement. Ils n'auront pas de problème déjà financier. Je pense qu'ils vont s'entourer des meilleurs. Ils auront tout à disposition. Non, franchement, je pense que ça va être sympa. C'est une petite détente. Oui, ça va être un beau combat amateur. Surtout, voilà, si c'est l'UFC 300 et qu'il se fait pas, qu'il y a plusieurs mois là qui nous séparent de cette UFC là, tu vois, presque un an, on va dire. Donc c'est bien. Enfin, tu vois, ça leur laisse parce que c'est pas comme les combattants pro en 6 semaines ils peuvent être prêts. Tu vois. Ouais, Là, non, c'est franchement, progresser. un an entouré des meilleurs, déjà, tu progresses bien. Ouais, ouais, ouais. En sachant que Zuckerberg, il a déjà combattu en jiu-jitsu brésilien. Il a fait une médaille d'argent, une médaille d'or. Ouais, là, bah, il vient de combattre. On en avait parlé il y a peu de temps, là. Il y a quelques mois, ouais, quand même. Et Elon Musk, alors lui, par contre, soi-disant qu'il a connu le combat en Afrique du Sud. Je sais pas ce que ça veut dire. Il a connu le combat en Afrique du Sud. C'est ce qu'a dit Dana White. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il a connu le combat. Il a fait la guerre, il s'est bagarré, il a fait un sport de combat. Ça veut rien dire, tu vois. Ça, c'est juste histoire de dire, tu sais, c'est un peu comme pour Samy, là, qu'on avait dit champion de Saint-Ouen pour les MMA Awards. Ouais, ouais, faut juste mettre un truc. L'Open de Saint-Ouen, il n'avait pas fait le titre encore. Sébastien Haddad, champion de France de ceci, champion de France de cela. Sami Dali, champion de l'Open de Saint-Ouen. Ok, d'accord. Bon, on balance Ouais, là. fallait une ligne, quoi. Fallait une ligne. Donc c'est un peu la même ligne, celle-là, celle d'Elon Musk. On va pas se mentir. Il fallait une ligne. Donc, mais en tout cas, il y a vraiment une com qui se fait, parce que tu as même Dana White qui a posté une vidéo sur Twitter où il avait un t-shirt Mark Zuckerberg versus Elon Musk. Ouais, Donc, bah, il a été mis en vente, ça y est, le t-shirt. Il est en vente, sur ah, le site de l'UFC. Ouais, ouais. d'accord, ok. Donc oui, ça prend forme. Ça prend forme, on va voir. J'ai hâte de suivre un peu le dossier de ça, de voir comment ça va se mettre en place. Imagine, les deux, ils arrivent affûtés comme jamais, abdos apparents, des épaules en masse, tu sais, en mode vénère, des cocards, des cicatrices, tu sais, genre ils se sont donnés à fond pendant la prépa. Et voilà. Ah, Mais ils ça, peuvent venir charger comme ça, là. Je pense pas que l'USADA va les contrôler. À mon avis, ils vont passer au travers. un petit billet. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais, non, non, c'est clair et net. Donc ouais, non, non, mais à voir ce que ça va donner, mais une info bien sympathique en tout cas. Une info bien sympathique. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur cette Ouais, info. ouais, bah oui, on va pas s'éterniser sur ça. Par contre, ça m'intéresse si vous êtes hypé par ce combat et si vous voulez le regarder ou si ça vous intéresse pas du tout. Ça peut être intéressant d'avoir un ressenti des gens qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Prochaine info, on passe au PFL. Donc, PFL, on a 2 combattants du PFL qui ont été suspendus pour un combat horrible. C'est pas moi qui le dis, c'était dans l'article. Combat horrible. Alors, c'est Nathan Schultz et Rush Manfio qui ont fait un combat avec très peu d'action. Et visiblement, ils ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas respecté la clause qu'il y a dans le contrat du PFL qui dit qu'ils doivent donner le meilleur effort possible pour gagner. Donc, c'est pas forcément, c'est vague ce truc-là, mais en tout cas, voilà, ils doivent tout mettre en place pour essayer de gagner leur combat. Donc, le spectacle avant tout. Et En tout cas, dans l'intention, surtout. attention, ouais. Je pense que c'est une cause pour éviter d'avoir des combats Lewis Ngannou, tu vois, par exemple. Ouais, alors c'est un peu différent là, parce qu'il y a un historique entre les deux. Le truc, c'est que Lewis Ngannou, le combat, il est chiant, mais on comprend pourquoi. Tu vois, les deux se craignent, les deux veulent pas se mettre KO. Donc même si le combat est chiant, tu sais que c'est pas volontaire. Ouais. Tu peux pas les virer sur ça. Là, c'est deux partenaires d'entraînement.
C'est ça. Mais plus que ça, c'est deux amis. Ouais, qui voulaient pas s'affronter. Alors, ils voulaient pas s'affronter, donc effectivement, c'est deux amis. Et il faut savoir que Schultz est le parrain de la fille de Manfio. Ouais, donc tu comprends pourquoi. Donc voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'ils. J'avais pas cette info quand tu m'en as parlé, parce que c'est toi qui m'as donné cette info en premier en disant ouais, ça serait pas mal qu'on la traite. Et on va vous expliquer pourquoi. Mais j'avais pas cette info au début. Tu sais quand tu m'en as parlé, dans le sens où on s'est dit quand tu m'en as parlé, est-ce que ce traitement aurait été fait à deux stars plus cotées en fait de l'organisation, tu vois. Ouais. Et je pense qu'en fait, ça n'a pas de rapport avec le fait que ça soit des stars ou pas. Je pense que c'est juste ça, en fait, ce point de vue-là, le fait qu'ils soient amis et tout ça, et que, en gros, il y a l'élément de supercherie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme un pari, quand tu paries sur toi-même et que tu vas perdre ton combat. Tu vois, il y a un peu de tricherie, entre guillemets, tricherie morale, là, tu vois. Donc, je pense qu'on aurait fait si ça avait été un peu, mais avec des personnes où il n'y avait pas ce lien, tu vois, entre les deux combattants. Ouais. Alors du coup, ça a changé ma vision de truc. Tu vois, je suis là pour le coup, je suis d'accord avec le PFL. Alors, Moi, je suis d'accord avec le PFL. je Et suis d'accord. Vas-y, finis. Ouais, parce qu'en fait, c'est un système de tournoi, le PFL, d'accord? Donc, à partir du moment où tu rentres dans la KT avec un mec de ton club, tu sais que potentiellement, au meilleur des cas, tu vas t'affronter en finale. Mais dans tous les cas, à un moment, tu vas t'affronter. Vous allez vous affronter, vous allez vous rencontrer. Donc, ça veut dire que tu sais déjà, ils seraient rencontrés en finale, le combat aurait été le même. Ils n'auraient rien fait. Ouais. Donc, tu fausses le tournoi, tu vois. Tu niques tout en faisant ça. Donc, il faut se mettre d'accord. Soit tu mets un seul mec de l'équipe, soit vous êtes d'accord pour vous affronter. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça quand il y a des gens qui payent pour regarder un événement. C'est impossible. Ça me rappelle Machida contre. Tu sais qu'il avait mis KO, qu'il l'avait salué, où ils sont très potes Pedro Munoz. contre Pedro Munoz. Ouais, c'était contre Munoz. Ouais. Ouais. Et Mais donc, je crois pas qu'ils étaient partenaires, mais c'était très proche. ils étaient très proches, très amis, beaucoup de respect, et c'était dans la douleur qu'ils se sont affrontés parce qu'ils étaient vraiment amis, tu vois. Et Machida le met KO et derrière le salue avec respect parce que voilà, c'est son pote. Mais ils ont accepté de s'affronter. Là, on se retrouve, moi, ça me fait rire parce que ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore des fois sur des tournois de jiu-jitsu brésilien, de grappling, avec prime à la fin, tu sais. Dans le sens où les mecs s'arrangent pour arriver en finale ensemble et puis après, ils font un combat et ils partagent la prime, tu vois. Donc, bon, là, on est sur un tout autre montant et c'est tout autres enjeux. Mais tu sais, ça fait un peu penser à ça. Bon, allez, c'est toi qui vas gagner. On fait un petit combat tranquille, on se blesse pas, on est à la cool et derrière voilà, on partage les gains. Alors là, il y a une notion de points. D'ailleurs, les points dans la sanction sont retirés. C'est-à-dire dans ce combat-là, c'était Schultz qui a gagné, je crois. Et donc, déjà, ils ont été suspendus pour la fin de saison régulière. Donc, ça veut dire que zéro entrée d'argent pour toute la fin de saison. Donc, déjà, financièrement, c'est un sacré, comment dire, c'est un sacré manque à gagner. Et surtout, les points de la victoire ne lui seront pas donnés. Donc, ils ont niqué leur fin de saison à tous les deux. Là, je crois qu'il reste les demi-finales et finales du tournoi. Et donc, ils ont été exfiltrés du tournoi. Bon. Ouais. Moi, ça sert de leçon. Hein. C'est-à-dire que là, tu ne verras plus personne le faire. Ah non, mais c'est. Après, il y a des gens qui. J'ai lu qu'ils auraient dû faire un match de grappling. Tu vois, à fond. Ouais, Simuler au moins sur ça. Mais bon, les gars, c'est du MMA, c'est pas du grappling. non, mais oui. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Dans ce cas-là, alors c'est à la carte. Ah ouais, bon, moi je suis un peu blessé. Bon, bah, allez, on fait que le jab. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais non. Ouais, non. Pour moi, tu rentres dans la. Tu signes ton contrat, tu rentres dans le tournoi. C'est que voilà, t'affrontes tout le monde. Ou alors, il y en a un qui déclare forfait. Voilà, exactement. Tu vois, Dalichvili contre Sterling, ils veulent pas s'affronter. Et ben, il y en a un qui a dit, bah, tant pis, je n'aurai pas la ceinture tant Tant que qu'il sera là, ouais. il sera là. Donc voilà. Mais après, c'est Ah, mais c'est possible. pas pareil, c'est pas un tournoi. C'est pas un tournoi, ce que j'allais Mais dire. bon, bah, dans ce cas-là, c'est ce que je te dis. Tu mets un seul mec par équipe du tournoi. L'autre, il fait autre chose. Bah, il fait autre chose ou il Il monte. change de KT, voilà. Ouais. Non, je suis d'accord. Et tu fais ça à pierre feuille ciseaux. Donc bon. Donc effectivement, moi je suis d'accord avec le PFL aussi. Mais c'est vrai qu'à la lumière de ça, bon, enfin,
toute la logique qu'on avait mis en place avant, où on s'était dit, est-ce qu'ils feront ça avec des champions ou pas? Bon, là, on l'a perdu. Donc voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec le PFL, vous? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette info-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec le PFL? Est-ce que le combat aurait dû se faire, pas se faire? Le grappling, pas le grappling? Enfin, est-ce que c'est cohérent ou pas? Non, Dites-nous. parce que si on n'est pas d'accord avec le PFL, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une affinité avec quelqu'un, parce que ça arrive très souvent, hein, même sans forcément être dans la même équipe, hein, tu peux être très pote avec un mec d'une autre équipe. À chaque fois, on s'arrange pour. On y va tranquille. Non, c'est pas possible. Non. C'est impossible. Non, C'est même du trucage, en fait. C'est du trucage, surtout dans un truc où il y a des paris, etc. Tu peux pas. Justement, le truc, c'est que les deux athlètes, peu importe ce qui se passe, doivent donner 100%. Sinon, ça devient du trucage. Mais après, tu vois, parce que si on finit, on clôture le dossier. Je vais reprendre l'exemple des gens qui s'affrontent, tu sais, parce que le système de tournoi dans les sports de combat, ça existe depuis toujours. Donc, on se retrouve forcément avec des gens de son équipe. Nous, on le voit dans le grappling, ça arrive souvent qu'il y ait deux mecs de la même équipe qui s'affrontent. Et là, tu as deux façons de faire. Soit, je parle pas quand ça arrive en finale, tu vois, mais quand ça arrive dans le tournoi. Soit tu laisses passer, tu dis c'est mon pote, je laisse passer. Soit il y en a certains qui disent on est de la même équipe, on peut pas s'affronter, c'est pas possible. Ok. Il y en a certains qui vont dire on est de la même équipe, mais en même temps, on se fout sur la gueule toute l'année. Ouais, bien sûr. On se fout sur la gueule toute l'année. Alors une fois de plus, une fois de moins, tu vois, tu prends des risques de toute façon, t'es combattant pro. Donc tu peux très bien mettre un de tes partenaires d'entraînement, parce que dans le grappling c'est un peu moins le cas, mais tu peux mettre un de tes partenaires d'entraînement KO à l'entraînement, c'est déjà arrivé. Ça arrive très souvent même. Très souvent. Donc qu'est-ce que ça change en fait qu'ils s'affrontent à l'entraînement ou qu'ils s'affrontent véritablement dans la cage avec un enjeu? Finalement, il n'y a que moi, honnêtement, quand il y a les frappes, je suis pas pour s'affronter. Je suis pas pour s'affronter. C'est des combattants pro, hein. Je te parle pas en amateur. Je te parle. Ouais, mais même. Franchement, je pense que en fonction du résultat, ça va forcément changer quelque chose entre vous et dans l'équipe et ça va mettre le coach à mal. Il va coacher qui, il va faire quoi. Non, c'est honnêtement, quand il y a des frappes, je suis pas pour. Après, en grappling, comme tu as dit, on fait la guerre à chaque fois. Enfin, il y a peu de risque de blessure. Le coach se retire, il laisse les deux combattants. Allez, faites-vous plaisir. Et là, vous pouvez vous faire la guerre. Mais en MMA, non. Moi, je suis pas pour. Ouais, je sais pas, mais c'est un précédent. Enfin, je sais pas. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as signé un contrat, où tu es payé pour ça, où c'est ton métier, tu vois, je suis d'accord hein, dans l'idée. Hein. Avec tout ce que tu viens de dire, je suis entièrement d'accord. Mais qui se met en retrait? Et puis en même temps, tu passes un contrat avec l'organisation. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis sur un tournoi. Un tournoi, ouais, t'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Parce que même si tu déclares forfait, ça veut dire que le combat, il se fait pas. Parce que tu peux pas prendre un short notice. C'est un tournoi. Donc le combat, il se fait pas. Donc ça veut dire que tu as un trou dans la raquette, tu vois. Donc, c'est pour ça que sur le tournoi, pour moi, tu alignes le meilleur. Voilà, c'est un tournoi en 70 kilos. Dans ton équipe, il y a plein de 70. Tu alignes le meilleur. Celui que tu juges au moment précis être le meilleur, c'est tout. Tu mets pas de deuxième. Tu mets pas de deuxième mec. À partir du moment où ils sont tous les deux, dans ce cas-là, ils sont obligés de se foutre sur la gueule. Pour moi, il n'y a pas de. Ils sont obligés. À partir du moment où ils ont pris ce risque-là. Non, moi, je suis d'accord. Si c'est un tournoi, ouais, oui. Dans ce cadre-là, oui, je suis d'accord. Il faut l'assumer jusqu'au bout, le risque. Tu savais qu'au bout d'un moment, ils pouvaient s'affronter. Donc bon, tu vas jusqu'au bout. Donc voilà, en tout cas, le PFL a frappé très fort et derrière, je pense pas que ça se refasse, qu'il y ait deux combattants qui refassent un combat comme ça. Passons aux questions auditeurs. Donc on a été gâtés. Attends, juste une dernière info qu'on n'avait pas vue parce qu'on en avait parlé la semaine précédente. Le combat Vera Cerudo, il a annulé. Ah bon? Ouais, Cerudo, il s'est blessé déchirure à l'épaule droite. Donc il a entre 6 et 8 semaines de ce qu'ils disent de temps de guérison. Et bon, je ne sais pas si c'est décalé ou pas, mais logiquement, ça va être décalé parce que c'est pas énorme, 8 semaines. Et voilà, c'était juste le petit suivi de dossier parce qu'on avait parlé la semaine dernière. C'est sorti hier l'info. Ah, j'ai pas vu. Ok. Donc, question des auditeurs. Donc on a Jeswin Berch, qui nous a posé. Alors c'est pas une question, c'est une succession de questions. Donc on va essayer de les traiter. On va essayer de pas mettre trop de temps à les traiter, mais de le faire correctement. Donc déjà, les questions qu'il nous a posées se concentrent sur le one en priorité au début, puisqu'il nous parle de Boucher-Chat. Donc, c'est un peu le lien JJB MMA avec Boucher-Chat.
Donc Buchecha, grand champion de jiu-jitsu brésilien, poids lourd. Voilà. Alors, d'abord, on va en parler déjà de sa carrière de jiu-jitsu brésilien, parce que sa première question, c'est où se place-t-il parmi les GOAT du JJB? Donc, Buchecha, c'est 138 victoires pour seulement 14 défaites en carrière en JJB. C'est 72 victoires par soumission. Alors j'ai pas tout noté, hein, j'ai mis 3 petits points à la fin, mais parce que vous allez comprendre que le palmarès, il est déjà conséquent. 2 fois champion ADCC. Je crois aussi qu'il a fait vice-champion en absolute une autre fois. Contre Gordon Ryan, quand il perd en absolute. 7 fois champion du monde, dont 6 où il a été champion dans sa catégorie en absolute. Il est 2 fois champion du monde Nogi. Il est une fois, d'ailleurs, Nogi en KT absolute, c'est-à-dire toute catégorie confondue. Une fois champion des PAN en KT absolute. Il est champion de la Pro League Grand Prix, enfin du Pro League Grand Prix. Et après, il y a l'Abu Dhabi, l'UAE, enfin bon, il y a tout un tas de choses où il est encore champion. Et là, je prends que les trucs où il est champion. Après, il a encore des médailles d'argent, des médailles de bronze, ce genre de choses. Autant dire que l'homme est une machine. C'est un des mecs les plus respectés du jiu-jitsu brésilien. C'est un des plus grands champions, un des plus redoutés. Il est impressionnant dans sa manière de combattre parce que très bonne lutte, très puissant, très mobile pour un lourd. Ça fait partie de ces lourds qui ont cette faculté d'être fort et souple à la fois. Enfin, vraiment, tu sais, avec un style très aérien. C'est des athlètes, quoi. C'est pas les lourds, c'est pas le gros, quoi. C'est un athlète, le mec. Oui, c'est une montagne de muscles. Donc après, la question est où est-ce qu'on le place parmi les GOAT du jiu-jitsu brésilien? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est dur en fait de trouver. J'ai énormément de mal à faire un classement de GOAT dans le sol. Contrairement à, je trouve ça beaucoup plus facile dans le MMA. Oui. Que dans le sol, où dans le sol tout le monde perd, tu vois. Enfin, tu peux pas te caler sur le palmarès parce que tout le monde va perdre dans sa carrière. Parce que c'est des tournois, c'est les titres, tout le monde les a plus ou moins remportés. Oui. Tu vois, il y a des champions du monde, il y en a tous les ans. C'est plus du feeling en fait. Ça va être plus une question de style. Pour moi, quand tu fais ton classement, c'est plus subjectif. C'est est-ce que ce style, tu kiffes, tu vois. Pour moi, le GOAT, c'est Marcelo Garcia parce que je kiffe son style. Et pour aussi son palmarès, hein, mais son style me parle. Alors, moi, ça aurait pu être Marcelo Garcia aussi. Moi, c'est plus Gordon Ryan, hein, parce que voilà, le mec a tout gagné, il est invaincu. Enfin, non, il n'est pas invaincu. Oula, ne dis pas de bêtises. Il est très peu vaincu. En tout cas, il a toujours pris sa revanche sur toutes les personnes contre qui il a perdu. Donc, pour moi, je mettrais Gordon Ryan pour tout ce qu'il fait, pour tous les challenges qu'il se fait, pour le fait qu'il annonce les soumissions avant de les placer. Mais c'est vrai que quand tu regardes, en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai pensé au GOAT, alors je me dis Buchecha, ouais, il est dans le top 5, tu vois. Mais je me dis, en fait, le top 5, il est trop chargé. Parce que tu as Leandro Lo, tu as Buchecha, tu as Roger Gracie, tu as effectivement Gordon Ryan, tu as Marcelo, tu as Jacare. T'as tellement de personnes, en fait, le top 5. Tu peux pas faire un classement, c'est impossible. C'est le top 5, il y a 20 personnes dans le top 5. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est sûr, c'est que c'est une des grandes superstars du sol, un des meilleurs combattants du monde, qui pouvait battre n'importe qui sur un combat. Et voilà, en fait, c'est ça, tu vois. D'ailleurs, qui a battu tout le monde. Qui a battu tout le monde. Ouais. À part Gordon. Non, rien, effectivement. Avec cette fameuse phase où il essaie de lui attaquer la clé de talon et lui-même n'y croit pas, tu sais, à la DCC. Ça, si vous l'avez pas vu, ce combat, allez-y, avec le renversement de Gordon Ryan en garde papillon, là, qui est extraordinairement efficace et que j'utilise très, très régulièrement. Je l'ai encore utilisé mercredi. Il est fabuleux, ce renversement. Et derrière, oui, il lui attaque la clé de talon à un mec qui est spécialiste de la clé de talon et de ses défenses. Donc, bon, c'était sûr que, que ça ne passerait pas. Mais bon. Trop drôle. Cette séquence-là, tu vois Gordon Ryan qui regarde Buchecha, qui regarde son coin, donc Danaher, qui re-regarde Buchecha en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et t'as Buchecha qui rigole, en mode je tente quoi. Écoute, je suis censé être là pour essayer de gagner quand même. Putain. Non, mais et puis Buchecha aussi, Buchecha, oui, t'as ce côté aussi, comment dire, parmi ses défaites, donc je l'ai dit, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a 14 défaites. Par exemple, on sait que c'est quelqu'un
est très dans l'affect aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains combats où il a laissé passer en absolute aussi Leandro Lo. Notamment une fois où il était blessé, donc il s'affrontait en finale, il avait un problème à l'épaule, je crois, ou au coude. Et Après ça, c'est hyper courant. ouais, il lui laisse la victoire. Dans le jiu-jitsu brésilien, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça, parce que ça entache pas. C'est pas comme en MMA, c'est pas les mêmes implications. Donc oui, et il lui laisse la première place. Donc quelqu'un qui humainement, en plus, a l'air d'être quelqu'un de bien. Enfin, c'est quelqu'un qui a l'air d'être apprécié, Bouchécha, humainement. Donc oui. Donc je saurais pas le placer non plus dans un classement GOAT, mais Il fait partie des meilleurs. il fait partie des légendes de ce sport. Ça, par contre, c'est sûr, il fait partie des légendes de ce sport. Le nom sera gravé en fait dans le. Il est Hall of Fame. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un Hall of Fame. On va pas parler de GOAT, mais c'est un Hall of Fame. Vraiment, il fait partie avec, comme je disais, avec Leandro Lo, avec Roger Gracie, avec toutes ces personnes-là en fait qui ont marqué l'histoire de ce sport. L'autre question qui a été posée, c'est va-t-il aller loin en MMA? Donc, pour l'instant, il est sur 4 victoires, 0 défaite. Il a gagné tous ses combats au premier round. Je crois qu'il a 3 soumissions et 1 TKO donc, dans sa carrière au One. Donc, il combat au One. De ce que j'ai noté de son style, parce que j'ai regardé ses combats, j'ai revu ses combats, il n'a pas peur des frappes. Ça, c'est un élément important. Il a d'ailleurs une boxe qui est pas dégueu. Gros low kick. Il a aussi des bons mouvements de buste. Et surtout, il a une lutte qui est ultra explosive. Quand il rentre dans les jambes, il t'arrache à coup sûr. C'est-à-dire qu'il a un double leg qui est extraordinaire chez les lourds. Ouais. Et de ça, une fois qu'il est au sol, bah voilà, on a parlé du pédigré du monsieur. Personne aujourd'hui sur le circuit du MMA, et je vais même parler du MMA mondial, ne peut rivaliser avec lui chez les lourds. Ouais. Ah Oui. ouais, même comment il s'appelle qui va affronter euh, oh le lourd là putain on en a pas Almeida? Meida, Jailton Almeida. Même lui, jamais Non, ça n'a rien à voir. avec Bouchécha. Personne ne peut rivaliser avec Bouchécha au sol. Surtout qu'en plus de ça, alors tu sais, il y a cette fameuse phrase de tu prends une ceinture noire, elle prend une frappe, elle devient ceinture marron, et puis une deuxième, elle devient violette et tout ça. En fait, ça dépend de comment tu appréhendes les frappes, en fait, tout simplement. Oui. Donc pour le coup, lui, il les appréhende bien, et puis il est surtout toujours en top contrôle, quoi. Donc sa faculté, en fait, à envoyer son double leg fait qu'il est en top contrôle, et puis une fois qu'il est sur toi, c'est fini. Ses positionnements sont trop propres. Il a ce truc où il arrive à être stable même en se mettant sur un genou sur un pied, puisque c'est quelque chose qu'on fait quand on vient de ceinturer. En fait, tu te mets sur un genou sur un pied pour casser le grip de ton adversaire, ce qui fait que derrière, en fait, il se retrouve dans une position qui est pas du tout agréable et en plus où tu libères la tête aux frappes. Donc non, non, et c'est trop bien fait. Il a un sol qui est trop adapté en plus au MMA. Enfin, qui s'est adapté au MMA en tout cas. Donc, euh, donc ouais, non, oui, effectivement, je pense que Bouchécha, qui a Et 33 puis, en plus, il a été intelligent, c'est dans leur gars qu'il a choisi. Tu vois. Le fait d'aller au One, c'est pas mal. Pour construire sa carrière en MMA, c'est pas mal. oui. Bah, tu as beaucoup de gens du jiu-jitsu brésilien qui vont là-bas, à juste titre, parce que en même temps, ils ont la possibilité de faire des combats de grappling où ils gagnent, je crois, si je ne me trompe pas, entre 80 et 100 000 dollars le combat. Donc, pour un mec comme lui, c'est argent facile. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'on voit des Galvao, c'est pour ça qu'on voit des comment dire Muzumeshi, c'est pour ça qu'on voit des Garitonon, c'est pour ça qu'on voit toutes ces personnes-là. Gordon? Gordon qui a signé aussi, ouais, mais qui a pas encore combattu, je crois. Euh, Non. donc Gordon Ryan, enfin voilà, c'est toutes ces personnes-là qui ont signé là-bas parce qu'ils peuvent faire la passerelle entre les frères Ruotolo aussi, tu sais qu'ils peuvent faire la passerelle entre les deux, entre le Ouais. MMA et le grappling. Donc ça va répondre un peu à la suite aussi de ta question, c'est est-ce que sa victoire contre Malikin là sur son prochain combat va lui ouvrir les portes de l'UFC? En fait, il peut aller à l'UFC, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire que son pédigré en jiu-jitsu brésilien, sa notoriété en jiu-jitsu brésilien et ses résultats font qu'il peut aller à l'UFC. La question, c'est est-ce qu'il veut aller à l'UFC? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il a quel âge, t'as dit? 33, il a du temps. Ouais, Les- pour un poids lourd, il a du temps. Écoute, ça va être. Je pense qu'il est suffisamment respecté au One. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'il va vouloir, parce que potentiellement, s'il prend la ceinture du One,
Il peut faire quelque chose à l'UFC. Hein. Alors, Malikin, il a 2 ceintures. Il a la ceinture intérimaire. Alors, je sais plus. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je l'ai noté? Est-ce que je l'ai noté? Non, je l'ai pas noté. Mais il a 2 ceintures. Il a la ceinture de la catégorie et de la catégorie du dessous, je crois. Mais il y en a une Là, qui est où il est champion et l'autre où il est intérimaire. Donc, ça veut dire que voilà. En tout cas, il y a la ceinture en jeu. Moi, il a la ceinture poids lourd intérimaire. d'accord. Il Donc est là, champion light heavyweight et il a la ceinture intérimaire poids lourd. d'accord. Donc là, ça serait pour avoir pour la ceinture ou pas là? Ça serait pour la ceinture, du coup, je pense. Le combat pour la ceinture. Donc effectivement, donc s'il a la ceinture, effectivement, ça peut lui ouvrir les portes de l'UFC. Est-ce qu'il ferait quelque chose à l'UFC si on projette? Parce que dans ta question, est-ce qu'il irait loin dans le MMA? Admettons, on fait une projection et décide de partir à l'UFC. Je pense sincèrement qu'il a toutes ses chances à l'UFC pour atteindre au moins le top 5, si c'est pas plus. Mais en fait, on voit ce que fait un Almeida, tu vois, pour revenir à lui. Il se hisse dans le top 5, tu vois, avec uniquement un double leg, parce qu'il a aucune boxe, hein. Uniquement un double leg et un très bon sol. Sauf que là, on parle d'un sol qui est 10 fois celui d'Almeida. Et qui a un niveau au-dessus, avec un athlète qui est encore plus impressionnant physiquement, je pense, parce qu'il est léger quand même, Almeida. Donc, ouais, potentiellement. Il a des frappes lourdes, hein. Franchement, pour quelqu'un qui a découvert la boxe sur le tard, je le dis, il a une belle boxe. Tu sens que il y a des bons impacts sur ses frappes, notamment dans le grand endpoint. Il a un grand endpoint qui est très très efficace. Donc, et il a des actions-réactions que peu de gens ont. C'est-à-dire que je vois, je sais plus contre qui c'était, où il lance un double leg, il rate un peu son double leg, il reste accroché aux jambes, mais tu sais, il part un peu de côté. Tu sais, ce fameux double leg où tu l'as foiré, et normalement, bah, si tu pars de côté, ton adversaire il va se remettre sur toi. Sauf que lui, il s'est glissé en dessous pour attaquer la jambe. Tu vois? Donc, soit pour renverser ou soit pour attaquer la jambe. Non, il prend la clé de talon d'ailleurs dans la foulée. Il attaque la jambe, il attaque la clé de talon. Le mec hurle, tape tout ce qu'il peut parce qu'une fois que Boucher-Chat a attrapé le talon, alors tout le monde n'est pas Gordon Ryan là pour le coup. Tout le monde ne va pas rigoler. Hein. Tout le monde ne va pas regarder son corps en disant attends, jamais de la vie. Non, non, là pour le coup, il a tapé salement. Donc, je pense même, et je pense ne pas trop m'avancer en pensant que Boucher-Chat, s'il continue comme ça, à prendre de l'expérience, il peut même aller chercher la ceinture de l'UFC. De ce que j'ai vu. Après, attention, les mecs qu'il a affrontés, c'est pas le calibre de l'UFC, mais ça reste les lourds et ça reste une KT qui est accessible. Ouais, bah après, ce qui reste aussi, c'est que le One, t'as la potion magique. Hein. Tu n'as plus à l'UFC. Hein. Ça, c'est des éléments à prendre en compte quand même. Hein. Chat est dopé? J'ai des petits doutes. Tu penses qu'il y a du dopage dans le jiu-jitsu brésilien? Ah, je suis choqué. Bah, peut-être que je me trompe alors. Mais moi, je pense pas qu'ils vont tous au One à cause de ça aussi. Ouais, tu vois, franchement, tu lui retires ça. Est-ce que physiquement, déjà, il perd pas énormément de puissance, de cardio Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. La technique, elle est là. Alors, la technique, clairement, elle est là. Voilà. Enfin, on le sait. Là, il sera toujours monstrueux, hein, de toute façon. Il aura toujours capitalisé sur ses années de dopage. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, on sait très bien que c'est pas non plus du on-off ou tout fond d'un coup, tu vois. Donc, Ouais, demande à Overeem. demande à Overeem. Ouais. Bon. Après, Overeem, tu sais, je pense qu'il y a moins d'entraînement. Je pense que, tu sais, il est plus en prépa. Je pense qu'il y a de ça. Hein. Il y a aussi sûrement du dopage, hein, qu'il a arrêté. Mais quand tu regardes, on en parlait. En fait, tout le monde a fait un cas d'Overeem, mais il est encore monstrueux. C'est juste qu'il a séché, il a fondu, quoi. Ouais, c'est vrai. Et attends, juste pour revenir, bon, ça n'a rien à voir, hein, je fais un aparté, mais parce qu'on parle souvent du dopage où on dit c'est pas. Les personnes qui se dopent prétextent le truc comme quoi c'est pas magique, tu vois. C'est pas tu te dopes et tu vas. Et ben regardez, on en a parlé, Gordon Ryan, la dernière photo qu'il a publiée, où le mec avait été complètement malade, tout maigre, tout gringal et tout. Là, il a reposé une photo, 2 semaines après, 3 semaines après, le mec a retrouvé son physique. Donc le mec a dû pratiquement, tu vois, en tout cas en termes de volume, alors il n'est pas aussi affûté et tout, mais en termes de volume, il est redevenu énorme. En quoi? 2 semaines, 3 semaines? Alors lui, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il prend. Certains ont dit que c'était la mémoire musculaire. Et que quand tu reprends la musculation. Ah, je dois avoir Alzheimer, moi, c'est pas possible.
Mon corps a Alzheimer. Non, mais c'est vrai, certains ont dit que c'était la mémoire musculaire. Ça avait l'air d'être des gens, tu vois, qualifiés pour le fait de le dire. Mais que comme l'arrêt, enfin la perte, la fonte musculaire s'est fait rapidement, puisqu'en vrai c'était en 40 jours, donc ça fait en un peu plus d'un mois. Alors on va dire en 2 mois, tu vois. Et que 2 mois après il a repris. Et ben quand il a repris, en fait le corps s'est souvenu et a repris. Pourquoi pas? Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Bon, ça, avec l'aide de quelques produits magiques. Mais il s'en cache pas de toute façon. Non, Mais bien sûr qu'ils s'en cachent pas. Mais je veux dire, ça montre à quel point c'est. la fonte musculaire, elle est ultra rapide. La fonte musculaire, elle est ultra rapide. On le sait tous. Tu te casses un bras en 2 semaines, même pas, t'as plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais par contre, c'est vrai que quand tu reprends la musculation derrière et que ton corps il était habitué à l'effort, tu vas reprendre un peu plus vite que les autres. Tu vois. Lui, Ouais, il je suis faut d'accord aussi. voir aussi des charges d'entraînement qui s'imposent. Ouais, ouais. Mais bon, franchement, c'est quand même impressionnant. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, je pense aussi, tu sais qu'il a tiré, si on finit cet aparté, je pense qu'il a joué encore une bonne part des réseaux sociaux où quand tu sais, les photos avant-après, souvent tu fais en sorte d'être bien dégueulasse sur le avant et bien comme il faut sur le après. Je Tu suis vois? d'accord aussi. Et c'est ce que je m'étais dit en plus. Je suis presque convaincu que la photo qu'il poste quand il était très malade, elle est un peu plus vieille qu'au moment où il la poste. C'est Tu vois, possible. limite, quand il la poste, il a déjà récupéré, il est déjà en train de s'entraîner. C'est possible, mais oui, d'ailleurs c'est presque sûr. Mais il y a aussi ce truc où tu sais, tu sors volontairement ton ventre. Tu vois, tu t'es pas en congé. Ouais, t'es avachi, t'es. Il avait une barbe comme ça, des cheveux comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il faisait vraiment, on vient de le trouver sur l'île déserte, il était perdu, il a fait naufrage de son avion, tu vois, enfin naufrage de son avion, c'est très fort d'ailleurs. C'était un hydravion. Et donc, non, J'avais mais même pas tilté. donc voilà. Et derrière, je pense qu'une fois que tu le prends en fin de séance, congestionné comme c'est pas permis, tu vois, avec la bonne lumière, avec ceci, avec cela. Parce que n'oublions pas qu'il faisait quand même encore 94 kilos, je crois 91 ou 94 kilos quand il a pris la première photo. Ouais, c'est vrai. C'est Non vrai. plus un mec de 60 kilos. C'est Donc, vrai. donc bon, parenthèse fermée, mais en tout cas, voilà. Ceci explique cela. Tu vois, je pense qu'il maîtrise aussi très bien sa com. Euh, Dernier point de la question. Dernier point de la question, c'est qu'est-ce qui pour vous fait justement un GOAT du jiu-jitsu brésilien serait incroyable en MMA ou d'autres flops en fait, ou d'autres n'arrivent pas à faire le pont, faire le passage entre les deux. Bon, la question elle est simple, hein. Elle est vraiment très simple. C'est déjà la gestion des frappes. Il y a deux éléments pour moi. Je sais pas si tu es d'accord, mais est-ce Non, que mais tu on en avait parlé avant. Donc la ouais, gestion des frappes, ouais, comme tu dis. capable de les encaisser? Est-ce que tu es fait pour ça? C'est-à-dire que quand tu mets les gants pour la première fois, est-ce que tu arrives à garder tes yeux ouverts déjà quand tu es derrière ta garde ou est-ce que tu les fermes et tu tournes la tête? Ça, c'est comme le KO Power. Tu peux le travailler, mais si tu n'as pas l'instinct du boxeur, tu vas améliorer un peu les choses. Mais il y aura toujours un moment où ton instinct il va revenir. Je prends un exemple concret. Rodolfo Vieira et Bruno Malfacine. C'est Et Marcelo Garcia. et Marcelo Garcia. Mais Ah, là, t'as vu son combat, t'avais déjà vu son combat à Marcelo il se fait rouster. au Japon? Ouais, ouais. C'est une catastrophe. Ouais, c'est l'ombre de lui-même. Mais je prends l'exemple Ouais, de, les derniers récents, là, ouais. non, et de Malfacine parce qu'ils ont commencé en même temps, en fait. C'est-à-dire que je crois que c'était un truc où justement on proposait, je me demande même si c'était pas une télé-réalité ou un truc comme ça, on proposait en fait aux mecs du jiu-jitsu brésilien de faire une passerelle avec le MMA. Donc les deux sont deux énormes champions de la discipline, du JJB, sauf qu'il y en a un, Rodolfo Vieira, et on le voit encore aujourd'hui, qui est pas à l'aise avec les frappes. Il a amélioré sa boxe, on sent qu'il a progressé sur le domaine, qu'il arrive encore un peu plus à prendre des coups, tu vois. Mais tu sens que c'est plus vite il va en contact en lutte, et mieux c'est. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il rush, et c'est pour ça qu'il s'épuise. Et Bruno Malfacine, donc bon, je l'ai pas vu combattre en MMA, mais de ce qu'il s'est dit, lui, par contre, pour le coup, tout de suite, il a été très à l'aise avec la boxe, et notamment avec la gestion des frappes en boxe. Dans le sens où il arrivait à garder les yeux ouverts, il avait une bonne garde. Donc, quand tu as les yeux ouverts et que tu as une bonne garde, déjà, tu es lucide. Tu vois les coups arriver. Tu regardes les grands boxeurs, ils ont toujours les yeux ouverts, ils voient les coups arriver, ce qui fait que derrière, pour esquiver, bah, c'est toujours mieux d'avoir les yeux ouverts. Parce que, à moins d'être un Jedi et de sentir la frappe arriver, sinon, c'est mort. Et ceux qui ont boxé et qui ne savent pas justement gérer ça, on l'a tous vu chez des personnes et puis peut-être même vécu pour certains. Quand tu tournes la tête et que tu fermes les yeux,
et que tu te prends une salve de coups, tu sais jamais quand revenir. Tu vois, c'est-à-dire que tu es là et tu acceptes en fait de prendre des coups et ça sera comme ça jusqu'au bout. Tu sais jamais quand revenir, tu t'épuises parce que quand tu vois pas arriver, tu bloques tout, tu respires plus, tu t'asphyxies. Ouais. C'est un peu ce qui arrive à Rodolfo. Hein. Tu sens qu'il est tellement pas détendu que c'est pour ça qu'il se crame aussi énormément. Oui. Le mec est beaucoup trop tendu. Donc, ouais, il y a ce premier point. Et ça, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas fait. Non, tant que t'as pas mis les gants. Et en plus de ça, même si à la salle, admettons, tu arrives à le corriger, quand tu es dans le mal, après, quand tu es dans la cage et que tu es dans le mal, c'est encore une autre histoire. Tu sais, où tu es là avec des petits gants, avec du public, avec un arbitre qui est prêt à t'arrêter. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et que tu commences à saigner, et que ton partenaire, il va pas s'arrêter parce que tu saignes. Il va continuer, justement. Il va capitaliser sur la coupure qu'il t'a fait. Donc oui, il y a déjà ce premier élément. Deuxième élément pour moi, c'est est-ce que le Jiu-Jitsu est un bon lutteur ou pas, en fait. C'est ça la question. Est-ce que c'est un Miao qui va tirer la garde, entre guillemets, parce que maintenant il lutte, parce que maintenant, bon, il y a un peu plus de lutte dans le jiu-jitsu brésilien, mais à la base, tu sais, à l'époque de la 50-50, tout le monde tirait la garde, tu vois. donc, est-ce que tu es dans ce cadre-là, tu vois, ou est ton jeu, c'est plus, et pareil, hein, je vais faire une extension avec ton jeu, est-ce que c'est un jeu où tu vas faire de la spider, du lapel, où le kimono est une part très importante de ton jeu, ou est-ce que tu es un bon lutteur et que tu sais et que tu as un jeu qui est plus en pression où tu vas pouvoir facilement transposer tes grips du kimono aux grips de grappling, tu vois, où tu vas saisir les poignets, les contrôles, bras sous l'aisselle, tu vois, où tu as cette notion du no-gi un peu plus. Ça, tout est la question, en fait. Si t'as pas ça, t'as pas une bonne boxe. Enfin, ton niveau, ton meilleur niveau, il est au sol et que tu n'arrives pas, en fait, à amener le jeu dans ton niveau, ben, on l'a vu avec Kron Gracie. Le mec est un génie du jiu-jitsu brésilien, mais en MMA, bah, flop. Ouais, non, la lutte, on le voit. Hein. De toute façon, il y a eu tellement de bons Jiu-Jitsuka à qui manquait la lutte. Mais surtout dans le MMA actuel où on sait que tout le monde est chaud en lutte maintenant. Il y a plus de mecs mauvais en lutte. Même un mec qui est que striker, il aura une bonne défense de lutte. Ouais. Donc tu étais obligé d'avoir cet élément. Et ça, c'est quelque chose que. Il y a aussi pour le dernier point, et ça va avec, en fait, pour moi, c'est l'âge à laquelle tu fais ta transition. Oui. L'âge, il est super important. Alors, un peu moins en poids lourd, parce qu'on sait qu'ils ont une carrière un peu plus longue, mais plus tu descends dans les KT, plus l'âge est important. Et justement, le fait de changer tôt, de faire ta transition tôt, va te permettre de progresser sur la lutte, etc. Mais si tu viens trop tard, c'est fini. Tu peux pas te dire uniquement je suis bon au sol, je vais m'adapter. Non, dans le MMA actuel, c'est plus possible. C'est clair. Et puis on va reprendre aussi la phrase qu'on disait tout à l'heure, hein, une ceinture noire, tu lui mets une frappe, elle devient marron, tu lui mets deux frappes, elle devient violette. Moi, je l'ai vécu à la Z-Team avec un de mes partenaires d'entraînement qui m'avait dit ouais, j'aimerais bien me mettre au MMA et tout ça. Très très bon hein. En jiu-jitsu brésilien, il était ceinture violette, il gagnait beaucoup de compétitions et tout ça. Et donc il me dit j'aimerais bien me mettre au MMA, je pense que je vais commencer la saison prochaine et tout ça. Et je lui dis, il me dit avec mon sol et tout, je pense que tu vois, j'ai juste à apprendre à un peu boxer et puis après derrière ça va le faire. Je lui dis, est-ce que tu as déjà fait du sol avec frappe? Il m'a dit non, jamais. Je lui dis, bah écoute, si tu veux le prochain sparring là, juste à la touche, on n'avait pas de gants, donc juste des petites frappes, des petits. Je lui dis, si tu veux, on se fait un sparring avec Grand Pound. Il me dit, vas-y, je suis chaud. Le mec, qui est très bon, avec qui on faisait la guerre, là, pour le coup, il a été inhibé au complet, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait du sparring. Juste le fait de mettre des frappes. En fait, il n'arrivait pas à s'installer. Donc des petites frappes, main ouverte, juste des petites touches comme ça. En fait, ça l'a tellement gêné qu'il n'arrivait pas à s'installer. Et derrière, en fait, après ce combat-là, on en a reparlé par la suite. Et en fait, il a remis en question le fait de faire du MMA. Il a lâché l'idée parce que bah, il s'est rendu compte que c'était pas juste je suis très fort au sol. Donc derrière, en MMA, mais j'ai un gros avantage. Oui, tu as un gros avantage parce que le sol, il est délaissé, surtout sur le MMA français. En MMA français, le sol, c'est une part qui est vraiment mise de côté. Il y a très peu de clubs qui sont vraiment très forts au sol. Ils ont un bon cage control, il y a une bonne boxe, il y a une bonne lutte en général dans le MMA. Ils ont des bons contrôles au sol, effectivement, pour faire du grand and pound. Mais derrière, quand tu tombes vraiment sur quelqu'un qui maîtrise véritablement le sol, derrière, ils sont à la rue, entre guillemets, quoi. Donc, ça commence à venir.
mais avec des Virgil Hogan, avec des mecs comme ça. Mais il y a eu une grosse partie, un bon moment dans le MMA français où dès que ça allait au sol, c'était fini. Dans le pancras, dans le MMA, encore pire dans le pancras. Parce que dans le pancras, il n'y avait pas les frappes au sol. Et tu voyais qu'il y avait vraiment ce manque. Dès que ça allait au sol, tu sentais que c'était laborieux, quoi. C'était très en puissance, tu vois. Ouais, bah après, le problème du pancras, c'est que ça bloquait. En fait, quand tu voulais pas, quand tu savais que le mec était meilleur que toi, tu avais juste à bloquer le combat 10 secondes et ça se relevait. C'était ça le vrai problème. Alors, c'était le vrai problème, mais même au-delà de ça, enfin, tu sentais quand il y avait un mec qui était vraiment fort au sol, il pouvait tirer son épingle du jeu, tu vois. Donc t'as toujours un mec qui est très fort, tu peux pas le bloquer tout le temps, tu vois. T'as la fatigue qui rentre en ligne de compte, t'as plein de choses. Tu peux pas le bloquer tout le temps. Mais je suis d'accord avec toi par contre, hein. Mais c'est vrai que mais même j'ai envie de dire, hein, même dans le MMA, même à l'UFC, finalement le sol, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant. T'as beaucoup de personnes qui sont gradées en jiu-jitsu brésilien, mais qui sont pas bons en sol. Tu vois, qui ont des ceintures violettes, des ceintures marron, qui sont pas bons. Bah, Pereira, ceinture marron, le mec, il est pas bon. Tu Ah vois. non, pour le coup, Donc, quand tu regardes, quand tu étudies la chose, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont des ceintures noires, alors que c'est laborieux. C'est vraiment laborieux. Rares sont ceux comme Benson Anderson, par exemple, qui peut performer dans les deux disciplines, ou Jack Shield, ou tu vois, des mecs comme ça. C'est rare. Donc, donc voilà. Je sais plus pourquoi on en était venu à la fin, mais on a fait on a fait oh une. ouais, ouais, on a fait. Pour moi, donc les 3 points, juste pour résumer, pour moi, il y a l'âge, le fait d'être capable de pouvoir encaisser des frappes. Et le dernier point, c'était quoi? Que tu avais dit la lutte. La Adulte. lutte. Voilà. Bon, Avoir un style, quand on est dans sa carrière de JJB, avoir un style qui est facilement transposable au MMA. ouais, c'est ça. Voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question et on va passer à la dernière question, donc celle de 1983. Machiavel, j'adore son nom et je sais que c'est un des auditeurs avec qui on échange beaucoup et qui nous pose beaucoup de questions. Donc il nous a demandé notre classement des catégories masculines les plus compétitives. Le classement des catégories les plus compétitives. Donc j'ai pas fait toutes les catégories, j'ai fait un top 3. Ok, Alors toi, bah, je vais me caler sur toi. tu avais fait toutes les catégories. Au pire, tu donneras tes deux autres. Euh, donc en 3, moi j'ai mis les coqs. Donc, c'est-à-dire Sterling, Dalichvili, O'Malley, Cerudo, Sandhagen, Yann et Marlon Vera. Ça, j'ai mis les premiers noms du classement de la catégorie. À chaque fois, j'ai histoire de situer un peu les choses. Pourquoi j'ai choisi cette catégorie? Parce que en numéro 3, parce qu'effectivement, il y a des combats qui sont intéressants. Euh, il y a des combats qui sont intéressants dans le sens où il y a de la variété technique déjà. Tu prends un Sandhagen qui peut apporter une bonne boxe et un bon sol, un O'Malley qui a une bonne boxe, Cerudo, champion olympique de lutte, enfin Dalichvili, pareil, qui a un cardio inépuisable et qui a une lutte qui peut emmerder tout le monde. Marlon Vera, tu sais, peut-être de la variété en fait. Marlon Vera qui a une grosse boxe et qui fait de gros dégâts. Pareil pour Petr Yan. Et un Sterling qui met tout le monde d'accord avec un style parfaitement adapté au MMA, de bons game plans, et donc difficile à détrôner parce qu'il maîtrise et la boxe et le sol et la lutte aussi. Donc il y a des belles oppositions, il y a eu des combats intéressants malgré le fait que Sterling soit pas respecté et que derrière on est minimisé les combats qu'il a fait. Mais je suis désolé, mais les oppositions qu'il a fait contre Petroyan, l'opposition qu'il a fait contre Cerudo, tu vois, là le combat contre O'Malley, tu vois, c'est quand même des choses qui m'intéressent. Il y a même son combat contre Sandhagen, tu vois, où il fait son étranglement en quelques secondes. Tu vois, il y a vraiment un côté un peu hypant. Et surtout, là, ce qui m'a intéressé et pourquoi j'ai mis en numéro 3, c'est parce que Sterling va monter et que derrière, il y a plein de combats que j'ai envie de voir pour savoir qui va dominer en fait cette catégorie-là. Ok. J'aurais pu la mettre troisième aussi, hein. Ça se vaut avec. Pour moi, ça se vaut avec les poids plumes, en fait. La KT du dessus. Ouais. La KT de Volkanovski. C'est ça ma troisième place. Bah, alors, vas-y. Alors, je te dis le top. Bon, Volkanovski, Rodriguez, Holloway, Ortega, Arnold Allen, Topuria, Ahmed Qatar, Korean Zombie, Shikadze. Et derrière, il y a des petits nouveaux.
Mosvar Evloev, Sodiq Youssouf, il y a Bryce Mitchell. Donc, la KT est très relevée. Hein. Jusqu'au top 15, c'est très relevé. Je suis d'accord. Et ouais, moi, franchement, cette KT elle me fait kiffer. Déjà parce que alors le petit bémol, on va dire, c'est que je vois le champion largement au-dessus. Bah, le champion et Holloway. Bah, c'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est parce que En fait, Holloway, je le sens en perte de vitesse, moi. certes, mais jusqu'à maintenant, tu avais quand même le champion Holloway et le reste du monde. Tu vois, c'était vraiment ça. Ouais, mais le truc là, c'est qu'il y a quand même des petits nouveaux qui arrivent. Hein. Oui. Donc, de toute façon, les deux KT sont super intéressantes. Il y a Sterling qui va monter. Donc, ça va remettre un nom en plus. J'aime bien cette KT. Autant, j'ai mis du temps, moi, à me faire aux petites KT. C'est vraiment à l'époque, je regardais pas forcément les petites KT. Autant maintenant, c'est vraiment les meilleures KT. Hein. Parce que c'est les plus techniques. C'est ça C'est veut les dire. plus techniques, les plus explosifs. Il y a tout, en fait. Ouais. Non, après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si tu projettes vraiment dans le futur, tu vois, parce que moi, là, je me suis basé sur le futur et sur le présent, tu vois. Mais dans le présent, alors moi, j'adore cette KT. Hein. On va pas se mentir. Volkanovski, c'est un de mes combattants préférés. Holloway aussi. Enfin, tu vois, Brian Ortega. Enfin, honnêtement, il y a que des noms qui me hype hein, dans cette KT. Franchement, c'est le cas. Mais il y avait trop. Tu vois, Sterling, même s'il arrive à être dominant, tu vois, et à gagner ses combats, tu sais qu'il peut chuter. Tu as encore ce truc où tu te dis, il peut chuter. Tu vois, contre Cerudo, c'était serré. Il y en a qui ont vu, moi par exemple, j'aurais pu voir la victoire de l'autre côté, côté Cerudo. Donc il y a encore ce côté, parce qu'il a parlé de côté compétitif, pas hypante. Tu vois. Donc il y a encore ce côté un peu compétitif. Par contre, tant que Volkanovski ne montera pas, je ne vois personne chez les nouveaux, chez les anciens ou n'importe quoi pour l'instant qui est capable de le détrôner. Donc pour moi, c'est pas compétitif. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. J'ai mal orienté la question. Ouais. C'est vrai qu'en termes de compétitivité, les poids coqs sont devant. Ouais. Donc voilà. En deuxième, tu as mis qui toi? Bon, on a le même classement alors. Parce que moi, c'était sur ce point qu'on n'était pas d'accord. En deuxième, pour moi, c'est les poids welter. Ouais, les mi-moyens. Edwards, Ousmane, Covington, Belal Mohamed, Shimaev, Burns, Shafkat. Ils ont, C'est et ça. je mets l'ordre que j'ai vu sur Internet parce qu'ils ont mis Shimaev à cette place-là. Shimaev, c'est un peu, pour l'instant, un peu l'électron libre. Enfin, il n'est pas forcément classé. Mais oui, oui, oui. Grosse caté compétitive parce que on espère encore voir déjà Belal, voir comment ça va évoluer, même s'il n'est pas très hypant lui pour le coup, mais niveau compétition, il se pose là. On a Shimaev, voir ce qu'il va donner dans cette catégorie, voir On sait même pas. On sait même pas s'il va recombattre dans cette catégorie. oui, c'est vrai, tu me diras. C'est vrai que Shimaev, il est dans les deux. Mais oui, mais en tout cas, s'il y reste, il fait partie, puisqu'il fait deux ceintures, s'il recombat dans cette catégorie-là, il fait partie des gens qui sont compétitifs avec n'importe qui. Hein. Shafkat, bon, même si Shafkat, je pense qu'il va avoir un point d'arrêt dans pas longtemps. Je sais pas. Shafkat, là, il combat contre Gastelum. Hein. C'est signé. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Gastelum, je pense que ça va encore passer. Tu vois. Pour Gastelum, déjà, est-ce qu'il va passer la balance déjà Gastelum. C'est Déjà. ça, est-ce que ça va passer? C'est vrai. Mais tu vois, tu as encore un Burns qui est un gros gatekeeper. Alors, pour moi, je le considère pas encore comme un gatekeeper parce il peut encore avoir potentiellement une chance au titre. Mais bon, voilà. Covington qui est compétitif avec n'importe lequel de cette. En fait, ce que j'aime, c'est que quels que soient les combats, même Ousmane, on l'a gardé, mais Ousmane, on sait pas ce qu'il va faire. Tu vois, s'il reste ou s'il s'en va. Mais il y a quand même tout le monde peut être battu dans cette caté. Même Edwards peut y avoir un profil qui le bat. Un Covington, moi j'aimerais bien, même si lui le veut pas, Covington Edwards. De Tu toute façon, vois, c'est le combat qui va avoir lieu. Hein. c'est le combat qui va avoir lieu. Mais en tout cas, voilà, tout le monde est potentiellement ceinturable dans cette caté. Ça me plaît, Tout le monde est ceinturable et je vois personne la conserver en plus. La conserver longtemps. clairement. Après, à voir l'évolution d'Edwards. Hein. Parce que Edwards, potentiellement, s'il continue à évoluer, s'il s'assoit dans son titre de champion, enfin dans son statut de champion et qui fait pas le con, il peut la conserver. Voilà. Ouais, c'est le seul. Franchement, s'il passe Covington, c'est ça en fait. S'il passe Covington, qui a un style bien relou pour lui, Ouais. et qui confirme après avec Belal, qui a un style relou pour tout le monde, Même pour les spectateurs.
Ouais, en vrai, ouais. C'est le seul. Il pourrait avoir un bon règne. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, je l'ai mis en 2 et tout comme toi. Et en un, c'est les mi-lourds. Donc, Marachev, Oliveira, Poirier, Gaethje. Les mi-lourds? Non, les poids légers, non. Les poids légers. Ah oui, les poids légers. Oui, non, pardon, c'est moi, j'ai fait une connerie. Donc, Marachev, Oliveira, Poirier, j'ai dû sauter une ligne. Gaethje, Dariush, Chandler, Fiziev, Gamrot, Tsarukyan. Je suis allé un peu plus loin là pour le coup, mais parce que voilà, il y a de quoi faire. Donc Marachev, pour l'instant sur le papier, c'est celui qui va rouler sur tout le monde. Mais en même temps, on a vu que il n'était pas trop pour réaffronter Oliveira, qui peut regagner sa ceinture. Oliveira, s'il reprend cette ceinture, par contre, ça va être dur de le détrôner derrière. Mais on n'est pas à l'abri qu'un Dariush puisse revenir, tu sais, faire une revanche et visiblement parce que c'était pas le Dariush des meilleurs temps. Enfin, tu sais où il a pris on va pas dire sa prépa. On va pas Il dire n'était pas dans un bon jour. Voilà, qu'il il était a raté. parce qu'il avait ses gosses, d'après ce qu'on a compris, il a un enfant en bas âge, un bébé qui était dans la chambre. En fait, tu fais pas ça normalement quand t'as un combat aussi important. Mais bon, il peut très bien se reprendre et se ressaisir. Et il faut pas l'enterrer tout de suite, le Darius. Et donc voilà. Marachev, lui, pour l'instant, il veut affronter le vainqueur de Poirier ou Gaethje et il pense que c'est Poirier. Il a encore dit que bah, le combat contre Oliveira, il n'était pas sûr du tout que ça se ferait parce que pour lui, il pensait que ça allait être Dariush qui allait gagner et que il était excité par le combat contre Dariush. Mais je pense qu'au fond de lui, il voulait surtout qu'Oliveira ne gagne pas. Je le dis et je le maintiens, je pense sincèrement que Makhachev, il craint la revanche contre Oliveira. Ça fait trop d'éléments, trop de sorties, trop de choses qui me font dire que. Mais en même temps, c'est une catégorie qui est compétitive parce qu'il y a beaucoup de gros noms et des gens qui peuvent, sur un combat, en fait, gagner. Chandler, il peut gagner contre tout le monde s'il fait pas le con. Gaethje Poirier, effectivement, moi, sur le papier, je vois Poirier aussi, mais il faut pas enterrer Gaethje parce qu'il est capable du meilleur stratégiquement et dans sa boxe et tout ça. Marachev Oliveira, c'est compétitif parce que bon, il y a eu un couac sur le premier combat, mais je pense qu'un deuxième pourrait être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus serré. Il reste Fiziev, bon, il redescend un petit peu parce qu'il a eu sa défaite contre Gaethje, Fiziev, il nous a montré ses limites, je pense. ouais. Gamrot, Gamrot aussi. par contre, il y a un Tsarukyan qu'on veut voir monter, même si Saroukian aussi. je pense aussi. Mais bon, j'aimerais bien le revoir quand même parce que Tsarukyan, il a un style quand même qui peut être gênant. Il a quand même une bonne boxe, il a une bonne lutte. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il peut, ça peut être aussi, il a pu se prendre les pieds dans le tapis sur son dernier combat aussi et puis revenir encore plus fort, tu vois. Donc pour moi, c'est compétitif et en même temps, elle est hypante et en même temps, En voilà. fait, c'est ça. C'est que cette KT est sûrement celle, une des plus compétitives, mais aussi une où il y a le plus de stars. Ouais, C'est la KT où il y a le plus de gros noms, en fait. c'est Tu ça. regardes le top 10, tu connais tout le monde. Oui. Ouais, ouais. Bon, après, tu me diras, tu prends Edwards, Ousmane, Covington, Belal, Shimaev, Burns, Shavkat, tout le monde connaît aussi, hein. Shafkat, il est combien? Ouais, mais tu vois en dessous, ouais, non, ouais. Non, Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des beaux noms quand même, hein. Stephen Thompson, Geoff Neal, Sean Brady. Ouais, bah après, c'est pas pour rien qu'ils sont top 2, hein, qu'on les a classés numéro 2. Mais la KT, pour moi, la KT la plus brillante, c'est les poids légers à l'UFC. ouais, je suis d'accord. Même sur ces dernières années, hein, même pas forcément que là, hein. Bah, parce qu'il y avait Connor, parce qu'il y avait Khabib. C'est celle qui a attiré le plus de lumière, hein, ces dernières années. Ouais. Alors, si on devait faire la moins, mais ça, on l'a déjà dit, la moins compétitive, enfin, celle qui nous hype le moins et qui est la moins compétitive, c'est les lourds légers. C'est les lourds. Alors, si on parle de compétitivité, Et non, je dirais plutôt middleweight. J'aurais dit middleweight parce que je vois personne battre à des années en fait. Ah ouais, ouais. Parce que tu as Desania, tu as Whittaker qui a déjà perdu, je sais pas combien de fois contre lui, 2 fois. Ouais. Qui d'autre en dessous? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai que t'as Whittaker et Pour le coup, c'est le champion qui a nettoyé vraiment la KT. Il a battu Cannonier. Si je regarde le classement, il a battu Costa, il a battu Vettori, il a battu Cannonier, il a battu Whittaker, il a battu Pereira. Il a battu tout le monde.
Il a battu Bronson, qui est 8e. Strickland, franchement, ça fera pas un pli. Duplessis, j'y crois pas non plus. Soit disant qu'ils se sont affrontés en grappling il y a longtemps en Thaïlande et qu'il avait gagné le combat et qu'en plus Adesanya n'avait pas voulu combattre en boxe contre lui, de peur sûrement d'être en dessous et de ne jamais s'en remettre. Donc, J'ai lu cette petite info. oh putain. Ah, tu peux te convaincre comme tu veux, mais tu vas te faire rouster en boxe, ça c'est sûr. Alors peut-être qu'au sol, peut-être que tu es meilleur que lui au sol, mais déjà, il va falloir. Attends, en plus, ça date d'il y a combien de temps? C'est ça. Il va falloir. Oui, parce que je crois qu'il était à 3-0. Il dit dans l'interview, il était à 3-0 à l'époque. Donc oui, il y a eu une légère évolution depuis. Donc oui, non, non. Mais oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est peut-être la main. Non, et en plus, alors je parle pour moi. Je sais pas si c'est compétition, on peut dire. Moi, c'est les poids mouches. C'est les poids mouches, en fait. Parce que quand tu t'en es à faire 4 combats d'affilée de Figueiredo Moreno. C'est pour ça que je l'ai dit. J'ai dit Moreno la Ouais, 4. non, c'est vrai. Ouais, j'ai pas entendu, en fait, quand tu l'as dit. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est que vraiment la KT, elle est plate, quoi. Déjà, les noms dans cette KT, personne ne les connaît véritablement. Je parle du grand public. À part Moreno et Figueiredo, justement, parce qu'ils ont fait 4 combats en main event et que voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est laborieux. C'est une KT, là, justement. On vous l'annonce là. Il y a peu de chances qu'on fasse vu qu'on manque un peu de temps, on va l'analyse de Moreno. Parce que déjà, on l'a fait plusieurs fois face à Figueiredo, donc on vous renvoie vers les analyses qu'on a faites. Il n'y a pas eu d'évolution dans son style. Mais bon, son adversaire, on le connaît pas plus que ça, et je sais pas si on a vraiment envie de le connaître. de le connaître. Mais on fera. Attends, c'est qui déjà le main event de cette KT, de cette UFC? Parce qu'ils sont en co-main event. UFC, UFC. Donc le 290. Oui, c'est Volkanovski contre Yair Rodriguez. Déjà, ça, pour nous, c'est un peu plus hypant. Donc ça, on va le faire. Mais par contre, c'est sûr que Moreno Pantora, non, on n'aura pas le temps de le faire. Mais après, c'est des beaux combats, hein. C'est des KT ultra techniques et tout. C'est pas le problème, hein. Mais bon, on n'aura pas. De toute façon, on vous le dit, hein, parce que là, effectivement, il y a des vacances. Il y a pas mal, il y aura des petits changements. Il y aura peut-être pas d'actu toutes les semaines, mais on va essayer d'en faire aussi. On fera quand même les analyses, mais on fera pas toutes les analyses parce qu'on n'aura pas forcément le temps, parce qu'on va enregistrer avant les vacances. Donc, on va faire Dustin Poirier contre Gaethje, ça c'est sûr, qui aura lieu le 30 juillet. On va faire Sterling contre Sean O'Malley. Par contre, on fera pas Zhang contre Lemos. Zhang, on l'a déjà analysé, donc pareil, vous pouvez retrouver des analyses, il n'y a pas de souci. Et Lemos, on l'a pas analysé, mais bon, il faut qu'on fasse un choix à un moment. Ouais. Donc voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, on fera que les main events des UFC numérotés. Voilà, voilà. Fais voir d'ailleurs pendant que j'y suis. Ouais, non, ils n'ont pas sorti. Ouais, non, je regardais l'UFC Paris, l'UFC Fight Night, Gann versus Spivak. S'il y avait un autre combat de sortie. Ouais. Pour l'instant, ils ont mis dans l'ordre Nora Cornol, Jocelyn Edwards, Volkan Ozdemir contre Azamat Mourzakhanov, Zara Fern contre Hailey Cowan et Manon Fiorot contre Rose Namajunas. Voilà, ils les ont mis dans l'ordre des signatures, enfin des annonces. Donc voilà. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes les infos. Je pense qu'on n'a rien oublié. Donc, la partie Jiu-Jitsu cette semaine, c'était plus au travers de Boucher-Chat, on va dire. Et puis voilà. En tout cas, merci pour vos questions. Merci à tous les deux d'avoir posé les questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. D'accord, on est friand de répondre à toutes ces questions. Si ça commence à prendre de l'ampleur, on en a discuté, on y répondra, on étalera, c'est-à-dire qu'on répondra peut-être pas la semaine directement à la question. S'il y a 3, 4, 5 questions, on ne veut pas faire des podcasts de 4 heures, donc on répondra aux questions en étalé. Et puis, ou alors on fera un épisode spécifique FAQ, tu sais, de réponse aux questions si jamais il y en a beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à mettre la cloche des notifications, à partager, à mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à commenter. Merci encore. Si vous nous envoyez des messages privés, j'y répondrai avec grand plaisir et j'essaie de répondre à tous les commentaires.
Mais n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour remonter la vidéo et leur donner plus de poids. On a fait un petit bond dans les abonnés. Là, on est à 676, je crois, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Ouais, ça augmente. Hein. On en est encore à les compter un par un, tu sais. C'est que vraiment, il y en a d'autres, ils font des road to 100 G's. Ils prennent 10 000 par podcast. Par vidéo. Nous, on en prend 5-6, mais c'est pas mal parce que c'est 5-6 de qualité et on le répétera jamais assez. Donc, et c'est ce qu'on préfère. En tout cas, merci à tous. On vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!